Une des promesses un peu qu'on fait avec les dessins animés de notre catalogue, c'est très souvent le choix des contenus qu'on sélectionne dans Tikino. Eh bien, en tant que parents, on a envie de les regarder avec nos enfants. Parce que c'est beau, c'est agréable, il y a une histoire, il y a la narration, il y a etc. Et ça fait partie des bons tests aussi à faire en tant que parents dans ce qu'on veut montrer à nos enfants. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, on aurait envie de regarder. On candidatait pour un incubateur. Donc on avait pitché, Tikino, etc. Et puis à la fin, donc on doit avoir 8 personnes. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est qu'il y en a un qui nous a dit que notre projet était sympa, mais qu'on avait surtout l'impression qu'on faisait un produit pour nos gosses. Et là, j'avoue qu'on est resté sans voix. Vraiment, les mots où on a l'impression que vous faites ça pour vos gosses, c'était ok, vous avez eu vos enfants, vous voulez changer de carrière, donc vous vous occupez, quoi. On venait de passer dans l'émission Qui veut être mon associé, et s'en est suivi un pic de commandes assez important qu'on avait anticipé. Le batch qu'on avait commandé arrive, on commençait à livrer tout le monde, et puis là, on se rend compte qu'on a un composant qui fait pas plus de 1 mm dans notre produit, était défectueux suite à un mauvais référencement. Et donc, il rendait le produit totalement inutilisable. Les vrais entrepreneurs, ceux qui ont scalé, vendu ou planté leur boîte, te partagent chaque jour les hauts et les bas de leur parcours, les moments clés de leur aventure. Tu peux tout suivre sur Feuille Blanche Média, sur YouTube ou en podcast sur les chaînes Cash Out, 40 nuances de Next et Planté. La vraie vie des entrepreneurs, c'est sur Feuille Blanche Média et ça se passe ici. Elle n'a pas voulu ajouter un écran de plus dans la vie des enfants. Lorraine Altmeyer a cofondé Tikino avec une idée simple et exigeante, raconter des histoires en lumière douce, faire grandir l'imaginaire sans braquer un écran sur les yeux. Alors, au moment où les grandes plateformes sont à nouveau sous le feu des régulateurs, la question de l'attention des plus jeunes n'a jamais été aussi centrale. Derrière l'objet, il y a une vision éditoriale des récits choisis pour apaiser, émerveiller, rassembler, et une réalité très concrète, fabriquer un produit, tenir un calendrier industriel, absorber les aléas de stock, négocier des marges avec la distribution, tout en restant fidèle à la promesse. Tikino, c'est une ligne de crête, captiver sans rendre captif. Et c'est aussi une aventure menée par 3 fondatrices où chaque choix compte, ce qu'on met dans la boîte, ce qu'on refuse d'y mettre et comment on protège l'attention des enfants sans perdre celle des parents. Alors restez avec nous juste après ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. Bonjour Lorraine. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Lorraine, tu es la cofondatrice de Tikino qu'on a avec nous aujourd'hui sur notre table dans le studio. On va en parler. J'ai parlé de Lanterne Magique version 2025. En une phrase, un parent pressé, qu'est-ce que Tikino fait mieux qu'une tablette en mode avion ? Merci déjà pour la présentation. Il fait mieux car déjà il met entre les mains un appareil sécurisé dans les mains des enfants qui a été 100% pensé pour lui, sans lumière bleue directement dans les yeux, avec aucun risque qu'il dérape sur d'autres contenus et surtout qu'il ne va pas l'enfermer dans sa bulle, ce qui est le cas très souvent quand un enfant est seul avec une tablette. Oui, parce que quand il est seul avec une tablette, ça se termine et ça enchaîne sur quelque chose d'autre. D'une part, ça enchaîne sur quelque chose d'autre et surtout, le monde extérieur n'existe plus. Bien souvent, un enfant qui est devant une tablette avec un dessin animé, il peut se passer beaucoup de choses autour de lui et généralement, il est enfermé et là, il peut y avoir un tremblement de terre autour de lui. Il est dans sa bulle, il n'entend pas. À ta place, il y a quelques mois, j'avais une super entrepreneur qui travaille le narratif des marques et qui me parlait de ce qu'elle essayait de faire avec ses enfants justement sur les écrans et elle interdisait toute une gamme de dessins animés, notamment les Pas de Patrouille. Elle disait, je veux bien qu'ils regardent des dessins animés, mais je veux que ce soit des vraies histoires avec un début, un milieu et une fin. Et j'avais trouvé cette chose très simple, finalement très intéressante par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dans l'industrie pour les enfants aujourd'hui, qui sont des choses très énergiques, où les images changent très régulièrement, avec un vocabulaire plus ou moins développé. J'imagine que ça fait aussi grandement partie, au-delà de l'objet hardware, de la promesse que vous avez avec Tikino. C'est même une des plus grandes promesses. Au-delà du hardware, nous, ce qu'on va vraiment chercher à développer, c'est la qualité du contenu et elle le résume, je trouve, extrêmement bien. Et malheureusement, peu de parents y prêtent attention, mais aujourd'hui, un contenu qui a un début, une histoire et une fin, ça devient très rare.
dans les chaînes de télévision qui sont aujourd'hui qui passent la journée dans les chaînes YouTube pour enfants, etc. C'est ce qui fait principalement défaut, c'est qu'on n'a plus cette qualité narrative et d'histoire. Et je trouve que les dessins animés aujourd'hui sont vraiment très pauvres de tout ça. Donc c'est évidemment ce qu'on a cherché nous à rendre et à remettre au goût du jour et à diffuser et à rendre ces beaux contenus le plus visible possible pour les parents. Et le fait que, on va revenir sur Tikino, mais le fait justement de cet appauvrissement du contenu pour enfants, tu l'expliques parce que les chaînes ont un besoin de capter l'attention et d'avoir des spectateurs captifs au détriment de l'histoire, du développement, etc. Oui, c'est le business qui prend... vraiment complètement. C'est vraiment l'économie de l'attention qui prime aujourd'hui sur principalement toutes les chaînes de télévision pour enfants. Et j'inclus les chaînes YouTube qui sont de plus en plus présentes. C'est vraiment une économie de l'attention qui est poussée à l'extrême où les contenus vont s'enchaîner très vite, des génériques très rapides, très bruyants, très forts, une rapidité d'image, on y reviendra peut-être, mais très importante avec des flashs, des clignotements qui vont faire que l'enfant ne pourra pas détourner le regard de ce qu'il est en train de regarder. Parce que c'est toutes les secondes, non ? C'est ça ? C'est toutes les secondes, c'est une question de rapidité d'image, mais aussi d'éléments dans l'image qui vont encore plus captiver son attention. C'est quoi, c'est des choix de couleurs ? C'est des couleurs assez vives, contrastées, des flashs, des clignotements, des changements de plan réguliers, rapides, et un environnement sonore aussi qui est omniprésent et qui va participer, je parlais de bulle tout à l'heure, qui va participer à vraiment envelopper l'enfant dans sa bulle et vraiment il ne va plus rien se passer à l'extérieur. Et un test assez intéressant à faire, c'est en tant que parent, est-ce qu'on est capable de regarder aujourd'hui pendant 5 minutes ce type de dessin animé avec son enfant ? La réponse généralement est non, on part au bout de 2 minutes parce qu'en fait c'est, tu citais Pas de patrouille tout à l'heure, honnêtement, le volume sonore, etc., fait que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas envie de rester devant. Et une des promesses un peu qu'on fait avec les dessins animés de notre catalogue, c'est très souvent le choix des contenus qu'on sélectionne dans Tikino, et bien en tant que parents, on a envie de les regarder avec nos enfants. Parce que c'est beau, c'est agréable, il y a une histoire, il y a la narration, etc. Et ça fait partie des bons tests aussi à faire en tant que parents dans ce qu'on veut montrer à nos enfants. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, on aura envie de regarder. Et moi, je repartage beaucoup de dessins animés que je regardais quand j'étais petite avec mes enfants, et j'ai tout autant de plaisir à les regarder encore aujourd'hui, parce que la qualité narrative, la qualité des dessins, etc., était vraiment là. Et aujourd'hui, ça fait vraiment défaut, dans la plupart, en tout cas, des chaînes pour enfants. C'est ce qui nous attriste un petit peu, mais c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui nous a motivés à développer Tikino, au-delà du hardware, c'est de développer ce catalogue pour vraiment remettre au goût du jour. Il y a des magnifiques dessins animés, de magnifiques courts-métrages qui, malheureusement, sont sous-diffusés. Oui. Et donc, c'est vraiment cela qu'on essaie de repartager aux parents, de les faire connaître aussi et d'expliquer... pourquoi un dessin animé est intéressant et bien versus ce qu'il y a aujourd'hui. Comment vous faites justement sur ces choix éditoriaux ? Qu'est-ce qui rentre dans le catalogue Tikino ? Qu'est-ce qui n'y rentre pas ? Donc on a compris que Pas de patrouille n'allait pas y rentrer. Par exemple. Mais comment vous avez est-ce que vous avez mis en place une grille ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en premier ? Parce que vous êtes sur un projet avec donc, du hardware, on va en reparler après, tous les enjeux industriels, mais d'un point de vue éditorial, comment vous organisez ? Alors, au tout début, on est parti d'un pari un peu qui était, entre guillemets, un peu osé, qui était de dire, nous, on veut remettre au goût du jour des dessins animés qui ont un rythme adapté à l'âge de l'enfant, donc des dessins animés plus lents. Ce qui pouvait être un petit peu, un peu risqué à l'époque, parce qu'on disait, OK, on va proposer, nous, des contenus qui vont aller beaucoup plus lentement que ce qui passe à la télé aujourd'hui. Est-ce que ça va intéresser les enfants ? Parce que la plupart des enfants regardent aussi la télé aujourd'hui. Donc, en fait, ils vont avoir des contenus plus lents avec Tikino. Est-ce qu'ils vont vraiment être tout aussi captivés ? Donc, on avait en premier critère de choix les critères dont j'ai parlé, qui est le rythme d'animation, donc le changement de plan par seconde, par minute, et puis l'animation à l'intérieur. Ça, c'est un des premiers critères. Ensuite,
Oui, on a une grille qui comporte un certain nombre de critères. J'en parlais tout à l'heure, l'absence de flash et de clignotement. Les couleurs, tu disais, c'est exactement un des points très importants. On évite les couleurs trop vives, trop contrastées, etc. Et on va essayer d'aller pousser les univers graphiques que nous, on trouve très beaux. Alors, la beauté d'un contenu est toujours très subjective, mais on va essayer d'éduquer les yeux des enfants à regarder quelque chose de beau. Et c'est là où, aujourd'hui, on a des magnifiques courts-métrages qui sont presque des tableaux qu'on projette, qui sont vraiment d'une beauté. Et c'est là où même les parents nous disent j'ai autant de plaisir à regarder le contenu que mon enfant. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, c'est très beau. Donc, on sélectionne aussi nos contenus. Soit on les conçoit, soit on les sélectionne. Majoritairement, on les sélectionne. Vers un univers graphique qu'on aime. Ensuite, il y a évidemment la qualité de la narration, la qualité du vocabulaire. On va évidemment éviter un vocabulaire qui soit trop familier. On va chercher aussi parfois des voix, des timbres de voix. Et ensuite, la qualité de l'histoire. Tout à l'heure, tu parlais d'une histoire qui a un début, une histoire, une fin. Voilà, ça fait partie des choses évidemment auxquelles on est attentive. Il faut qu'il se passe quelque chose. On ne va pas projeter un contenu parce que l'image est belle. Il faut aussi y ait quelque chose. Et le dernier critère, on aime beaucoup dans la sélection de nos contenus qu'elles contiennent ou diffusent des valeurs auxquelles on est attaché. Ça peut être apprendre à l'enfant l'empathie, le partage, l'écoute, l'écologie, la gestion des émotions. Ça peut être plein de thèmes différents qu'on aime bien aussi mettre en valeur. Voilà. Aujourd'hui, la cible, c'est les 3-10 ans. Oui. Est-ce que comme d'autres devices, alors qui ne sont pas sur l'écran, mais par exemple, je pense à la Yoto, par exemple, avec ce système de cartes, où tu as des sujets pour les 3-10 ans, mais après tu peux avoir des choses pour les plus grands. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez d'aller sur des contenus après pour suivre l'enfant finalement parce qu'après qu'il a 10 ans, il va dire non mais ça c'est un truc de bébé, moi je veux pas ça. Mais non, il y a aussi des contenus pour toi, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez aujourd'hui? Des contenus au-delà de 10 ans, ouais. Tu veux dire? Ouais. Oui, alors d'ailleurs, quand on a commencé, on était 3-8 ans, et puis ensuite on a étendu notre catalogue vers les 10 ans, justement pour les accompagner le plus longtemps possible, c'est vraiment notre volonté. Après, à partir de 10-11 ans, très souvent, ils commencent à avoir des smartphones. Donc on bascule aussi, mais on se rend compte qu'on est vraiment utilisé comme un moment de famille partagé et qu'on pourrait aller au-delà. Typiquement, on propose des films comme Charlie Chaplin, etc. Et ça peut aller, évidemment, pour des 12 ans, etc. Donc 99 ans. Voilà. Donc, on s'interdit pas d'augmenter l'âge dans quelques temps. Là, la construction du catalogue nous prend beaucoup de temps, donc on se concentre sur de produits dans le catalogue aujourd'hui? On a environ 350 titres. Ok. Là, on travaille aussi beaucoup sur les versions bilingues. Ça prend beaucoup de temps. Sur les contenus pédagogiques aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est 350 titres en français? Il y en a à peu près une trentaine en anglais. D'accord, ok. Voilà. Et donc, à terme, et d'ailleurs, il y a plein de parents qui nous disent « Mais moi, j'aimerais bien pouvoir avoir aussi mes films sur Tikino. » Donc, en fait, ça pourrait être au-delà, une tranche d'âge au-delà. Mais chaque chose en son temps, on a beaucoup de challenges en ce moment à relever. Donc, on ne se l'interdit pas pour la suite. C'est vrai que c'est l'objet que tu peux emmener facilement avec toi en vacances. Oui, donc exactement. Et donc pourquoi pas en effet avoir ces films dessus. Exactement. Tout à l'heure, ça fait 2 fois, tu parles de rassembler, de regarder ensemble. La volonté avec Tikino, c'était aussi de recréer un moment familial comme la séance du dimanche soir du film, en fait, de revenir sur ces moments de famille partagée versus t'es tout seul devant ta tablette en train de regarder un dessin animé ou un film. Oui, complètement. C'est ce qu'on a voulu recréer. C'est des moments ensemble, soit familiaux avec les parents, soit entre fratries, soit entre cousins, entre amis, justement pour casser avec cette isolation que l'enfant peut très souvent avoir quand il regarde un dessin animé sur un smartphone, sur une tablette, etc. Où là encore, il est seul par rapport devant ce qu'il regarde. Nous, on a envie de recréer ce moment de partage. Et d'ailleurs, c'est très touchant parce qu'on a beaucoup de parents qui nous parlent de ces moments de partage. Et récemment, on a une maman qui nous a beaucoup touchés en disant qu'elle était maman séparée du papa, et donc une semaine sur 2. Et elle disait,
Tikino est notre rituel de retrouvailles. Quand je récupère mes enfants, notre rituel, c'est un moment partagé où on est l'un contre l'autre et on regarde un court-métrage Tikino ensemble. Et c'est vraiment touchant parce que il nous décrit beaucoup ces moments de partage-là qui deviennent un rituel et qui feront partie aussi de leur enfance et de leurs moments familiaux. Exactement, oui. Et on en reçoit de plus en plus des messages comme ça. Et nous, c'est ce qu'on a voulu. On n'a pas forcément voulu que les enfants soient toujours tout seuls devant ce qu'ils regardent. C'est important aussi qu'ils échangent. On essaie d'avoir des contenus qui incitent au partage et à la discussion après. Donc c'est aussi des moments d'échange après sur ce qu'ils regardent, sur ce qu'ils ont. Voilà. T'as un peu envie d'être une petite souris et d'être à ce moment-là dans les familles pour voir ce qui se passe. Complètement. Mais ce qui est chouette, c'est que les parents nous font beaucoup de retours. Ouais. Ils nous écrivent beaucoup les mamans. Mais elles nous envoient des photos et elles nous partagent beaucoup ces moments-là et en quoi ils sont importants pour eux et en quoi c'est vraiment devenu leur rituel. Et en quoi Tikino est devenu un peu partie intégrante de leur famille, c'est assez touchant. Et c'est évidemment très valorisant pour nous. On se dit qu'on a eu beaucoup de galères, on continue à en avoir, mais ces petits mots-là nous portent beaucoup. Justement, alors tu parles de galères, on va y revenir juste après, mais donc ce qui est important, c'est de captiver sans rendre captif. Est-ce qu'il y a un arbitrage ? Est-ce que tu peux nous parler d'un arbitrage que tu as dû volontairement faire pour renoncer à un effet waouh et pour préserver justement cette qualité de l'attention ? On en a tout le temps. On en a tout le temps parce que on nous propose souvent des séries où on a l'occasion de vraiment avoir des séries qui marchent très très bien. On sait qu'elles marcheraient potentiellement bien, donc on fait le choix de renoncer potentiellement à un chiffre d'affaires sur ces contenus-là. Mais on reste ferme sur notre ligne éditoriale parce qu'on ne veut pas non plus se trahir et c'est pas nous. Donc on a souvent cet arbitrage à faire et d'ailleurs on l'a en interne, c'est pas évident, on n'est pas toujours d'accord non plus sur certains choix éditoriaux, mais en fait on arrive quand même à rester vraiment fidèle à notre ligne de départ et finalement la réponse se fait souvent assez naturellement. Déjà il faut que ce soit vraiment des contenus qu'on ait plaisir nous à regarder et là-dessus on est assez en adéquation sur ce qu'on aime regarder. Tu fais tester à tes enfants aussi ? Bien sûr. Depuis, nos enfants ont été nos cobayes depuis tout, que ce soit sur le hardware ou sur les contenus. On a chacune des enfants et c'est nos premiers cobayes. On les teste, on voit leurs réactions, on voit ce qu'ils en retirent, on voit si nous on a plaisir à regarder avec eux. On teste beaucoup de choses. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir des enfants de la cible. Malheureusement, ils commencent à grandir, donc j'espère qu'ils ne vont pas grandir trop vite. Mais c'est très pratique de les avoir sous la main. Oui. Sur le catalogue, donc il y a l'objet qu'on achète une fois. Et après, comment ça fonctionne ? C'est de l'abonnement, c'est au titre que tu regardes, comment ça fonctionne ? Alors, il est livré avec 3 heures de contenu inclus. En fonction de... On a des comptes, on a des contenus pédagogiques et puis des ateliers un peu plus, je dirais, ludiques où l'enfant va faire du yoga, par exemple, de la méditation, etc. Et ensuite, il a la possibilité d'aller sur notre catalogue et d'acheter des contenus soit à l'unité, soit par pack pour télécharger en Wi-Fi dans l'appareil. Une fois que c'est téléchargé en Wi-Fi, c'est embarqué. Donc l'enfant peut l'utiliser seul, etc. Le parent sait ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, donc pas de risque de tomber sur autre chose que ce que le parent a choisi. Et donc ces contenus sont proposés entre tout petits, donc des contenus très lents pour les petits, et puis jusqu'à 10 ans, avec des contenus plus longs, un peu plus animés. Voilà. Et donc, il y a eu un vrai enjeu industriel, parce que c'est un objet. Pas des moindres. Pas des moindres. Et je crois qu'à ce sujet, nous avons une question de Timothée Rambaud de Legal Start, qui a eu la très très bonne idée de te choisir en Sista. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes ensemble et je vais lancer son message. Vous avez un message. Salut Lorraine, c'est Timothée. Alors ma question pour toi là sur le podcast 40 nuances de Sista, c'est la suivante. Étant donné les profils, enfin ton profil et celui de tes associés, je me suis toujours interrogé sur la façon dont vous êtes prise pour identifier et négocier avec des industriels chinois
la production, la fabrication de vos vidéoprojecteurs Tikino. Ça m'a toujours impressionné de voir de voir ce que vous avez réussi à faire. Franchement, c'est top. Le produit est vraiment super, et avec le peu d'expérience que vous aviez, c'est le moins qu'on puisse dire dans la matière. C'est vraiment très impressionnant, quoi. Voilà, donc si tu peux peut-être partager avec tout le monde cette expérience-là, ça peut en intéresser plus d'un, et je pense que ça peut ouvrir des portes à certains qui pourraient se sentir un peu bloqués, peut-être n'ayant pas d'expérience pour se lancer sur tel ou tel domaine. Allez, bon podcast, à bientôt. Salut. Alors, ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on va en parler après, c'est que tu étais avocate. Oui. Ta cofondatrice était aussi avocate. Oui, tout à fait. Pas dans les mêmes domaines, mais que vous n'aviez pas forcément de background industriel. Pas franchement, tu peux le dire. Déjà, merci Timothée pour cette question. En effet, on partait d'assez loin. Autant dire qu'on avait zéro connaissance, ni dans le domaine du hardware, ni dans le domaine de la tech. Donc ça peut en décomplexer plus d'une qui voudrait se lancer. On a appris vraiment, on est parti de zéro à partir d'une feuille blanche. Je me rappellerai toujours de ce premier rendez-vous où on a rencontré beaucoup de gens. Quand le projet a commencé à mûrir dans nos têtes, on a rencontré beaucoup de gens, dont un dev qui était ami de mon mari, et qui, je me rappellerai toujours, qui a compris notre degré d'incompréhension pratique de ce qu'on voulait faire concrètement, et qui nous a fait un schéma qui, je pense, pour lui, était des plus basiques sur le fonctionnement d'une carte mère par rapport au projet qu'on voulait faire. Et je pense que là, il s'est rendu compte vraiment qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Et pour moi, ce schéma-là, sur cette feuille blanche, a été un peu un point de départ où on dit, OK, donc maintenant, c'est de ça dont on va parler. Parce qu'au début, l'idée de faire une boîte à histoire avec de l'image pour les enfants et un catalogue, c'est une chose. Et puis, rentrer dans le concret de produire un hardware avec de l'optique, c'est pas la même histoire. C'en est une autre. Voilà, c'est pas franchement la même histoire. Donc, pour répondre un peu à cette question, ça a été vraiment un apprentissage constant dans lequel on a été beaucoup accompagné par notre bureau d'études qu'on a choisi, qui était évidemment expert dans les domaines dont on avait besoin, et nous, on s'est reposé là-dessus. Je pense que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, très souvent, quand on se lance dans un projet, la plupart des entrepreneurs que je connais n'y connaissaient pas toujours grand-chose dans le domaine dans lequel ils se sont impliqués, ou alors ils avaient une connaissance mais que d'une partie de leur projet, puisque l'entrepreneuriat, on touche vraiment à tout. Donc nous, on est allé chercher les compétences et puis on a appris à leur côté. Après, il faut faire preuve d'un peu de confiance en soi quand on négocie. On a commencé à négocier avant d'aller en Chine. On a commencé en France. C'est vrai que on a eu, je pense que mon associé pourra confirmer, des petits moments de solitude où on se retrouvait dans des salles avec 12 hommes, 2 seules femmes, à devoir les convaincre qu'on était légitime pour se lancer dans ce projet avec eux. Qu'on avait les reins solides, le mental suffisamment solide, parce que dans le hardware, il faut quand même accuser les échecs, c'est pas évident. Donc il a fallu être un peu sûr de soi, même si à l'intérieur, on ne l'était pas forcément. Mais ça fait partie du jeu. Et puis quand il disait, oui, aller négocier avec les Chinois, c'est vrai que c'était une expérience assez nouvelle. Parce que vous avez travaillé donc avec le bureau d'études ici en France. Oui. Ça, vous l'avez financé comment ? Alors, très bonne question. Il a fallu trouver beaucoup de fonds, quasiment 1 million d'euros pour se lancer. Ouais. Sur un pitch deck, enfin sur des slides. Ouais, voilà. Et votre idée. C'est ça. C'est ça, et pour le résumer assez rapidement, on a mis un petit peu d'apport personnel avec Aliénor. La BPI nous a accompagnés pour financer le prototypage, nos premiers prototypes
sur la faisabilité de notre projet. Je crois qu'à l'époque, on a eu entre 50 et 60 000 euros quand même de la BPI, ce qui nous a vraiment aidé. Et sous forme de subvention, c'était ? De subvention. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, on a fait un crowdfunding, mais qui était vraiment basé sur un deck, quoi. Enfin, avec des précommandes. Mais à l'époque, quand on a lancé les précommandes, on avait un prototype, on avait quelques contenus quand même. On avait réussi à financer la production de quelques contenus pour montrer ce qu'on voulait faire. Ouais. Le crowdfunding a très bien marché. Trop bien marché non, parce que, alors, oui et non. Oui, dans le sens où on a eu beaucoup de précommandes qu'il a fallu livrer, donc challenge. Et d'un autre côté, s'il n'avait pas aussi bien marché, on n'aurait pas réussi à dérouler aussi facilement les étapes d'après. Aussi facilement, enfin, le mot un peu entre guillemets, parce que c'était pas facile, mais ça nous a permis, typiquement, on a levé après en Friends and Family. On a nos familles, nos amis proches qui nous ont aidés, mais aussi des entrepreneurs d'un cercle un peu plus éloigné, voire qu'on connaissait peu, qui nous ont accompagnés, Simon Davla, Mathieu Stéphanie, etc., qui ont été assez étonnés du succès du crowdfunding et qui ont vu quelque chose, en fait ils ont senti qu'il y avait quelque chose derrière et qui ont accepté de nous accompagner. Donc on a réussi à lever quand même en Friends and Family une somme assez importante, et ensuite ça nous a permis d'aller voir les banques, d'obtenir des prêts relais, d'obtenir des prêts bancaires, etc., etc., etc. Donc on a réussi à financer cette phase-là par étape. Par étape. Voilà. Et à quel moment vous êtes parti en Chine alors ? Et à quel moment on est parti en Chine ? Alors déjà on s'est lancé pendant le confinement. Donc il était on voulait en plus faire du Made in France. On s'est rendu compte que c'était très complexe. Déjà, la plupart des pièces de notre projecteur provenaient de Chine, de toute façon, parce qu'on ne peut pas les fabriquer en France. Et deuxièmement, on avait évidemment une dimension optique dans notre appareil qui était extrêmement importante, et ça n'est pas une compétence qui est particulièrement française. La plupart des objets qui ont de l'optique sont fabriqués à l'étranger, principalement en Asie. Ils ont la compétence, ils font ça depuis 50 ans. Donc des usines qui ont l'habitude de faire ça. Sauf que là, pendant le confinement, tout était fermé, et puis on voulait quand même on avait cette volonté de vouloir le fabriquer en France. On nous a dit que c'était possible, donc on voulait le faire. On a relevé le défi. Ça n'a pas été simple. En plus, on avait beaucoup de sujets d'approvisionnement. En plus, avec le confinement et les 2 années qui ont suivi, énormément de problèmes. Je parle même pas du bateau qui a bloqué le canal de Suez, pendant des mois, on a eu des répercussions pas possibles. Enfin, bon, bref. Oui, parce que ce genre de sujet, quand ça ne te concerne pas, que tu n'as rien sur les bateaux, tu te dis tu lis le journal, tu vois qu'un bateau bloque le canal de Suez, et puis tu passes à la page d'après. Nous, les conséquences, elles ont été assez importantes parce que vous aviez ça a des répercussions sur l'arrivée. En fait, sur l'arrivée de toutes nos pièces. Et puis en plus, c'était des fournisseurs différents, donc parfois il en manquait juste un, mais il suffit qu'il manque une pièce pour que ça bloque toute une production, etc. Donc on a fait le choix à un moment d'assembler nos produits en Asie, là d'où provenaient finalement toutes nos pièces, qui étaient beaucoup plus logiques et même presque écologiques, parce que en fait faire venir toutes les pièces séparément finalement en Europe pour les assembler en France, c'est pas forcément plus écologique. Et au-delà de ça, ils avaient vraiment aussi un savoir-faire et vraiment l'infrastructure avec une compétence qui datait de... Ils font ça depuis 30 ans. Donc on a fait ce choix, mais là aussi, il a fallu aussi aller les voir, les convaincre. Et c'est là où c'est vrai qu'il faut montrer une certaine légitimité quand on va négocier. Et puis, mon beau-père, mes beaux-parents ont vécu en Chine très longtemps, et donc ils étaient beaucoup habitués des relations commerciales avec les Chinois, donc ils m'ont coaché. Et c'est marrant, c'était assez vrai. Ils disaient, mais la relation commerciale avec les Chinois, elle est pas en signant en bas d'une page, elle est aussi, ils vont t'emmener dîner, déjeuner, ils vont boire avec toi. Donc, tu vois, ça faisait partie des... C'est l'entraînement. T'as ton petit shot qui t'attend, et puis chacun va te prendre, tu vois, ça c'est à l'alcool de riz, ça fait partie du deal et de la négociation. Du deal, ils aiment bien voir avec qui ils négocient, ils aiment bien, c'était assez étonnant. Donc on a eu droit à notre dîner où il fallait qu'il y ait 10 shots d'alcool de riz. Ça, c'était pour l'anecdote assez drôle. Mais oui, il y a cette dimension aussi humaine
qui était assez importante quand on est allé là-bas. Et puis aussi, on a eu la chance d'avoir été présenté dans cette usine par un ami de la famille qui, lui, fabrique et produit des produits en Chine depuis longtemps aussi. Donc ça a été... ça nous a beaucoup en territoire aidé. complètement inconnu. Exactement. Et sinon, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de crainte à y aller. Parce qu'on sait que négocier là-bas, on peut vite se faire avoir. Si on n'est pas dans le métier depuis très longtemps, et en plus, nous, c'était non seulement on n'était pas dans le métier, mais encore moins en Asie, je pense qu'on aurait pu très vite... Et est-ce que la relation aux femmes, c'est-à-dire le fait que vous étiez 2 cofondatrices, était différente là-bas versus ici, quand tu étais dans une salle avec 12 hommes qui vous regardaient en mode « mais qu'est-ce qu'elles veulent faire ?» Paradoxalement, j'ai senti pour moi en tout cas que c'était beaucoup plus facile en Chine qu'en France. Alors peut-être que les Chinois le montraient pas, mais j'ai l'impression que pour eux c'était assez... en fait, vraiment l'impression que j'ai ressentie, c'était que ça changeait rien. Qu'on soit des femmes ou des hommes, là, c'était pas le sujet. Vraiment pas le sujet. J'en dirais pas autant pour la France. Où là, on sentait que c'était un vrai sujet. Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Et il a fallu faire avec, il a fallu combiner, et ça, c'était pas évident. Et tu vois que les choses évoluent ? Oui, de manière générale, je trouve qu'on va toujours dans le bon sens. La place des femmes dans tous les domaines évolue. Et oui, mais ça prend du temps. Et il y a des domaines dans lesquels c'est un peu plus long. Dans la tech, c'est vrai qu'il y a encore très peu de femmes. Dans le hardware, encore moins. Ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des femmes interlocuteurs. Et en plus, nous, on cumulait quand même le fait d'être une femme et surtout de ne pas être de ce milieu-là. Il y avait ça aussi. Donc, ça faisait beaucoup pour eux. Voilà. Ils se sont dit, tiens, une lubie de nana qui veulent changer de vie. Ça, on l'a entendu. Ouais, ça, on l'a eu, ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez eu justement comme... T'en as des phrases pépites ouais, j'en ai une qui me vient en tête. Moi, je pense qu'il nous vient toutes les 3 en tête parce qu'on l'a pas oublié, celle-là. On candidatait pour un incubateur, on est allé dans divers incubateurs. Et puis, c'est vrai qu'on était encore au début de notre aventure. On n'avait pas encore prouvé grand-chose. Mais donc, on avait pitché, Tikino, etc. Et puis, à la fin, donc on doit avoir 8 personnes. Je crois que tous étaient des hommes. Et à l'issue du pitch, on avait des questions et des commentaires sur notre projet, etc. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est qu'il y en a un qui ne devait pas être tellement plus âgé que nous. C'est surtout ça qui nous avait assez frappé, qui nous a dit que notre projet était sympa, mais qu'on avait surtout l'impression qu'on faisait un produit pour nos gosses. Un texto, en utilisant ces mots-là. Et là, j'avoue qu'on est resté sans voix. Enfin, en fait, il y avait énormément de choses à dire sur notre projet, peut-être le critiquer, ça, c'était pas le sujet, très ambitieux. C'est vrai qu'on cumulait hardware et catalogue de contenu. C'est vrai qu'on venait pas de ce domaine, ni du jouet, ni de la production audiovisuelle, ni du hardware. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, les mots où on a l'impression que vous faites ça pour vos gosses, c'était, OK, vous avez eu vos enfants, vous voulez changer de carrière, donc vous vous occupez, quoi. Vraiment, il y avait beaucoup de dédain dans la phrase. Voilà, et ça, c'est vrai que Comment vous avez réagi ? Honnêtement, c'était déjà il y a quelques années, mais on est resté sans voix pendant un petit moment. Vraiment, qu'est-ce qu'on pouvait... En fait, on avait trouvé ça tellement petit. Il y avait tellement d'autres choses à dire, et c'était pas le fait que ce soit une critique, c'était vraiment tellement hors sujet. D'autant que si ça avait été des hommes qui avaient été en face, on leur a certainement pas posé cette question. Évidemment. Enfin, je veux dire, il y a eu 3 hommes qui ont créé Tonies, qui est une boîte audio pour enfants qui a été créée en Allemagne. Je doute qu'à leur reconversion, ils venaient pas de ce domaine-là, hein, je doute qu'à leur reconversion, on leur a dit, mais vous faites ça pour vos enfants. Oui. Voilà, ça c'est partie des petites phrases pépites qu'on a eues. Mais bon... on s'y accommode et puis en fait c'est surtout que ça nous a encore plus donné envie de réussir, et très peu de temps après on a fait ce crowdfunding qu'on a vraiment très bien qui a très très bien marché, et là on lui a dit voilà, testez monsieur, voilà ce qu'on fait pour nos gosses, et puis 4 ans plus tard c'est un petit projet qu'on a fait pour nos gosses. Avant qu'on ait l'objet qu'on a là devant nous, il y a dû se passer pas mal d'itérations, de bugs, de délais industriels, de galères, on va dire. Est-ce que tu peux nous les partager ?
Alors évidemment beaucoup. Alors les itérations, déjà une grosse complexité, ça a été de sortir la première version parce qu'on était pendant le confinement, que pendant quasiment 2 ans, les usines en Asie étaient fermées, donc les composants n'étaient pas disponibles. Et pendant 2 ans, quand ils étaient disponibles, très compliqué, ce que je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça c'était très complexe. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des moments où vous dites on va arrêter, c'est pas possible, on va pas y arriver Alors on s'était engagé vis-à-vis du crowdfunding, de ceux qui avaient commandé. Voilà, donc vous avez dit quoi qu'il, il faut que ça sorte. Et il fallait que ça sorte. Et en fait, on avait cette naïveté quand j'y repense, vraiment on devait être très naïf quand même, parce qu'il y avait quand même beaucoup de chances que ça fonctionne pas et les enjeux économiques étaient quand même pas neutres. Déjà, nous, on avait mis pas mal d'argent. On avait des investisseurs Friends and Family qui avaient mis de l'argent, donc c'était impossible pour nous que... Voilà. Et encore plus, ceux qui avaient participé au crowdfunding. Enfin, je veux dire, c'était pas possible qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc, c'est jamais rentré dans le spectre du possible. En revanche, des galères, on s'en est pris beaucoup, jusqu'à ce que le premier produit sorte. Et puis là, on pensait pouvoir souffler en disant « Waouh, ça y est, quoi. Il est sorti de ligne. On a un produit fonctionnel, génial. » Puis en fait, les galères se sont pas du tout arrêtées là. Pas du tout, ça a continué, mais chaque prod, on avait son lot de surprises et son lot de choses qui ne fonctionnaient pas. Et c'était des problèmes, l'audio ne marchait pas ou l'image n'était pas nette? Ouais, un composant qui ne fonctionnait pas, un composant défectueux, un mauvais référencement, toujours quelque chose de différent, quoi. Mais à chaque fois, on savait qu'il y avait une réponse à apporter. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été confronté à non, là, on ne peut rien faire, on arrête tout, quoi. Chaque fois, c'était OK, ça n'a pas fonctionné, mauvais composant, comment on va faire pour que ça n'arrive plus? Donc, on a eu plein de sujets différents. Et à chaque fois, on savait qu'il y avait une piste, une issue possible. Donc, je pense que c'est ce qui nous faisait que on se prenait ça dans la figure, c'était un peu violent, on mettait 2-3 jours à le digérer, puis après, ça repartait. Et on passait à la prod d'après. Donc voilà, de fil en aiguille. Et vous avez pu livrer le crowdfunding et on a pu livrer. Alors non, non. On a eu quasiment 1 an de retard. Okay. Non, parce que tout est après le crowdfunding. En fait, on a fini le crowdfunding et quelques temps après, tout s'est fermé. Donc, et là, comment tu gères avec Là, ça a été un peu dur. Les clients ont été assez patients parce qu'en plus, on avait indiqué une livraison 7 à 8 mois après, ce qui est déjà une période assez longue. Et là-dessus, on a pris 1 an de plus dans la figure. Ce qui est beaucoup. En plus, les enfants grandissaient. Donc, les parents disaient, super, moi j'ai commandé, j'ai payé. En plus, ils avaient payé quand même 100 € chacun, entre 100 et 120. Donc, c'est quand même un budget. Ils disaient, super, mais moi, mon enfant, il sera trop grand. Et donc là, ça a été vraiment, on a passé 1 an à répondre nous-mêmes à tous les messages qu'on recevait des clients, plus ou moins énervés, plus ou moins compréhensifs, plus ou moins bienveillants. On a eu un peu de tout. La plupart étaient quand même vraiment très compréhensifs. On a toujours répondu tout de suite, déjà pour dire qu'on n'était pas parti aux Bahamas avec l'argent et qu'on était toujours là et qu'on n'avait pas lâché le projet. Voilà. Mais à chaque fois, on décalait les dates qu'on donnait. Donc c'est ça qui était compliqué, c'est qu'on recevait on disait, c'est bon, vous allez recevoir vos composants telle date. Et puis finalement, il se passait quelque chose de nouveau et on se reprenait 2-3 mois dans la figure. Donc il a fallu maintenir le lien, communiquer, maintenir le lien, dire qu'on était toujours là. On a fini par rembourser quelques clients pour montrer qu'on n'était pas parti avec l'argent aussi, de dire que vraiment c'est indépendant de notre volonté, mais c'était vraiment du domaine de l'anecdotique. On en a eu, je sais pas, peut-être 5, 10 max. Oui, c'était pas énorme. Donc c'était pas énorme, mais les autres vraiment, tous les autres clients nous ont soutenus jusqu'au bout et ça et on a encore des clients qui nous disent moi je fais partie des early birds de votre aventure Ulule, je suis toujours là, je suis toujours client, ça c'est fabuleux quoi. Ils ont vraiment suivi toute l'aventure du projet et c'est des clients qu'on chérit ceux-là. Et vous avez votre communauté Tikino, les Tikinotes. Tikinotes, ouais. Ils se sont auto-appelés comme ça, ouais. Et qu'est-ce que vous faites justement pour alimenter cette communauté? Parce que comme tu le disais, il y en a, leurs enfants grandissent, donc certes, il peut y avoir d'autres programmes à regarder ensemble, etc. Mais pour continuer de créer le lien avec la marque. On échange beaucoup beaucoup via les réseaux. Les utilisateurs nous contactent beaucoup en direct. Ouais.
très souvent, ils nous envoient des messages, soit pour demander, par exemple, à quand est-ce que vous sortez, typiquement la coque de protection, une housse de transport, etc. En fait, des accessoires, là, ils nous en ont proposé encore d'autres choses. Ils disent, là, j'aimerais bien voir ça, etc. Beaucoup sur le catalogue. Ils nous suggèrent beaucoup de contenus qu'ils aimeraient avoir. Ou parfois ils critiquent certaines choses en disant là je trouve que vous prenez un tournant qui leur plaise moins, ou alors j'adore ce type de contenu, etc. Ils nous font énormément de retours, donc ça nous nourrit beaucoup, parce que quand on entend le même son de cloche de plusieurs utilisateurs, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose quand même auquel il faut qu'on fasse attention. Et on est vraiment en dialogue permanent avec eux, et donc ça participe aussi beaucoup au sentiment d'appartenance à cette communauté Tikino et à cette aventure, parce qu'ils nous suivent pour beaucoup depuis longtemps. Ils ont suivi la sortie de la nouvelle version. Alors, il y en a même qui disaient alors moi, j'ai acheté la première, la nouvelle a l'air mieux, etc. Mais c'est pas grave, je vois que vous progressez, c'est génial, continuez. Est-ce que tu fais des changements, tu sais, comme les Thermomix, où je crois que quand qu'il y a un nouveau modèle qui sort, je crois que tu peux il te rachète l'ancien, je sais plus quoi, comment ça fonctionne. On a des offres, enfin on fait pas d'offres de reprise parce que malheureusement on peut pas trop se le permettre, mais on fait des offres à prix réduit. Pour ceux qui ont déjà l'ancienne version et qui voulaient la nouvelle, là, on va proposer des prix... pour la communauté. Pour la communauté. Ouais. Je vais lancer 2 questions surprises parce qu'elles sont un peu sur le même thème. Parce que pour réussir tout ça, tu n'étais pas toute seule. Vous êtes 3 associés, 2 au départ, puis vous avez été rejoints après par Tiffaine. Ouais, rapidement par Tiffaine. Je vais lancer les questions. Vous avez un message. Coucou, tu sais à quel point je suis impressionné par tout ce que tu as réalisé avec Tikino, mais il y a un point sur lequel j'aimerais t'entendre en particulier. Comment est-ce que tu fais pour continuer à bien t'entendre avec tes associés après tout ce temps? Je sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je t'embrasse. Et je lance la deuxième. Salut Lorraine, écoute, moi j'ai 2 questions pour toi. Une très personnelle, c'est qu'est-ce que ça fait que d'être l'entrepreneur le plus successful de la maison, et l'autre plus professionnel, c'est comment ça se passe entre vous 3, les associés, au bout de quelques années, qui ont eu des hauts, des bas, et un avenir radieux. Voilà, moi je suis cette aventure avec beaucoup d'affection et d'intérêt. J'espère que tu vas bien et surtout qu'on se voit très bientôt. Bisous. Il y a une voix que tout le monde a dû reconnaître, la dernière. C'est la première fois que Mathieu intervient dans notre podcast. C'est vrai. Donc, il doit bientôt venir au micro, spoiler. Donc Mathieu Stéphanie, qu'on ne présente plus, qui est investisseur chez toi. Et la première personne, je te laisse nous dire qui c'était. Qui est Bertrand, mon mari. T'as dû reconnaître sa voix. Qui est aussi entrepreneur, ouais. Et oui, question qui se rejoignent, très importante, l'entente entre associés. On a la particularité, nous, de fonctionner à distance, ce qui n'est pas simple du tout. Donc pour pour l'histoire, donc je me suis associée en premier avec Elinor, qui est une amie de l'école du barreau. Et un an après, qui était aussi avocate. On n'est pas sur les mêmes thématiques que toi. Exactement. Et on s'est associé au bout d'un an avec Tiffaine, qu'on ne connaissait pas et qui en plus était à Hong Kong. D'accord. Et attends, comment Tiffaine est arrivée dans Tikino si vous ne la connaissiez pas? Elle nous a été présentée par un développeur à l'époque où on cherchait quelqu'un qui avait une formation beaucoup plus tech qu'Elinor et moi, ce qui était pas très compliqué. Mais il fallait trouver quelqu'un qui ait des compréhensions plus pointues dans le domaine du hardware et évidemment beaucoup plus sur la partie tech. Et elle, à ce moment-là, elle cherchait un projet entrepreneurial ou pas du tout? Alors, elle venait de suivre son mari à Hong Kong. D'accord. Elle travaillait dans une start-up en France
Et elle venait de suivre, donc elle venait d'atterrir à Hong Kong, et puis elle voulait pas rester les bras croisés et ne pas travailler. Et donc quand on l'a contactée pour parler du projet Tikino, ça l'a vraiment intéressée. Elle avait ce temps, elle voulait un projet, mais qui lui permette aussi de pouvoir organiser sa vie de famille à Hong Kong. Et en tout cas, alors, les raisons pour lesquelles elle a dit oui lui appartiennent, mais je pense qu'en tout cas, le projet lui a forcément parlé tout de suite. Elle avait aussi des enfants dans la tranche d'âge concernée. Oui, elle avait un fils dans la tranche d'âge concernée. Et puis, on a eu des premiers échanges en visio, etc. Et puis, le courant est bien passé. Et pour répondre un peu aux questions... Attends, donc à ce moment-là, elle est à Hong Kong et vous êtes à Paris. Et nous, on est à Paris, voilà. Donc avec Aliénor, on se voyait nous tous les jours, donc vraiment on passait nos journées ensemble. Donc c'était forcément plus facile de dialoguer avec Tiffaine à distance. Donc s'il y avait un petit challenge quand même supplémentaire qui n'était pas évident, on se connaissait pas non plus, pas évident. Donc vous êtes associés sans vous être vus en vrai. Oui, alors on a commencé à travailler ensemble en septembre à distance ou en octobre, et puis elle est venue en France à Noël. D'accord. Mais quand on s'est vus, c'était déjà acté qu'on allait s'associer. Enfin, en fait, le courant est très bien passé très vite. Et on a vu que le mode de fonctionnement qu'on pensait allait être très compliqué, en fait finalement grâce aux moyens aussi qui ont été mis en place après le Covid, enfin tous les outils dont on disposait finalement rendaient la communication et le mode de fonctionnement plutôt simple. Et donc quand elle est arrivée à Paris, on s'est retrouvés un soir, mais c'était déjà acté que l'aventure allait partir toutes les trois. Et donc, comment ça fonctionne ? On dialogue déjà quotidiennement. Et puis, alors avec Aliénor, évidemment, beaucoup plus facilement parce qu'on se voit tous les jours. Mais avec Tiffaine, je pense que ça tient aussi des personnalités. Et Tiffaine est quelqu'un de très franche qui dit assez rapidement et facilement ce qu'elle ressent. Donc, ce qui permet aussi de débloquer certaines situations où là, elle dit, bah non, en fait, là, moi, c'est pas possible. Ça peut être plein de sujets, mais là je trouve qu'on fait pas assez ci, on fait pas assez ça, moi ça va pas. Enfin voilà, elle a ce réflexe aussi, et on l'invite à tirer la sonnette d'alarme parce que parfois on se rend pas compte. À distance, il y a des choses qu'on voit pas. Elle, on fait beaucoup de choses qu'elle voit pas, et inversement, elle fait beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Donc c'est pas évident de. Donc elle a cette facilité de communication qui fait qu'on arrive à parler assez facilement, et on a toujours autant de plaisir à se retrouver. Enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, mais j'espère qu'elles diront la même chose. Quand elle rentre un peu plus d'un mois l'été, parfois Noël, et qu'à chaque fois qu'on se voit, on a vraiment une entente que je trouve assez saine. On a plaisir à se retrouver. Et avec Aliénor, ce qui est un peu plus difficile, c'est que moi je suis partie à Biarritz depuis 1 an. Donc on n'a plus ce lien physique qu'on avait avant. Là, on est un peu toutes les trois à la même enseigne, avec beaucoup de visio, beaucoup de calls, beaucoup de Slack, beaucoup de... Voilà. Mais je pense qu'on partage toutes les trois la même conviction. On a vécu, et je pense que c'est ça qui nous soude énormément, c'est qu'on a vraiment vécu les mêmes galères, et il y en a encore, hein. Je mets pas tout au passé, mais il y en a encore, et on les supporte toutes les trois au même degré. Peut-être qu'on n'a pas la même manière toutes les trois de les manifester, mais en tout cas, elles sont là, quoi. Les mauvaises nouvelles on se les prend toutes les trois au même degré, et puis ça nous soude énormément. Donc on a ces 4 années qui nous ont énormément rapprochés, et qui, je pense, nous rapprochent encore beaucoup. Donc voilà, je prie pour que ça reste comme ça, parce que je trouve ça très beau, ce qu'on a réussi à faire toutes les trois. Je suis hyper fière de ce qu'on a réussi à faire toutes les trois, et j'espère que on en retire autant de satisfaction toutes les trois au quotidien, ou en tout cas dans notre vie professionnelle. Vous avez mis des rituels en place, parce que le fait en effet de ne pas se voir, et donc ce qui peut être en off quand tu vas te préparer un café, ou tu vas chercher à déjeuner, etc. Là, ne se passe pas, parce que c'est des moments où vous parlez. Est-ce que vous avez mis des rituels en place justement pour créer des moments peut-être de créativité qui sont peut-être plus compliqués à faire à distance qu'en présentiel ? On a des calls très réguliers. Oui.
évidemment pas assez à mon goût, parce qu'on a le sujet des décalages horaires aussi avec Tiffen, qui fait que le peu de créneaux qu'on a pour se parler sont très vite absorbés par les sujets opérationnels. Et donc avec Tiffen, c'est plus compliqué d'avoir ces moments-là, qu'on a la chance d'avoir un peu plus, que j'ai un peu plus avec Aliénor. Moins souvent malheureusement depuis que je suis à Biarritz, mais on a dans les rituels, on a tous nos calls hebdo, mais j'avoue pas assez par rapport à ce que t'aimerais. À ce que j'aimerais, et je pense elle aussi. Et qui décide quand vous n'êtes pas d'accord? Alors ça, c'est l'avantage d'être 3. Moi, je trouve ça très riche d'être 3. Parce que quand on a des avis contradictoires, ou déjà il y a une troisième personne qui peut trancher entre guillemets, mais en fait on a tellement confiance en la compétence et le jugement des autres que si on n'est pas d'accord sur un sujet, et ça arrive très souvent, moi ça m'arrive très souvent, mais ça m'arrive souvent de ne pas être d'accord sur des sujets, et en fait j'ai confiance dans leur jugement et les raisons pour lesquelles elles diront non si j'ai un projet, et je pense inversement, qui fait que on accepte la décision de l'autre, et surtout si on a deux qui ont la même, moi si elles sont toutes les deux à dire non sur un projet ou oui sur quelque chose contre lequel moi j'étais pas d'accord, je me dis ok, si elles ont toutes les deux la même opinion, c'est qu'il y a une raison. Donc finalement ça se fait assez naturellement, et inversement aussi, on a une bonne confiance, je pense, les unes envers les autres. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est fondamental dans une relation entre associés. Oui. Et là, paradoxalement, je trouve que le chiffre d'être 3 nous est très favorable. Ouais. Parce que voilà, ça permet, si on est 2 à pas être d'accord, et la troisième va plutôt... Et généralement, on écoute toujours la troisième. Enfin, je crois que c'est pas arrivé que vous disiez non. Ouais. Je te propose des petites questions rapides. Un pari éditorial impopulaire que tu assumes? Je dirais des contenus très faiblement animés au tout début. Ça, c'était un vrai pari, parce que la tendance était au contraire dans l'animation. Mais en termes de sélection de contenu, je vois pas de contenu particulièrement populaire. Un nom qui vous a fait gagner du temps? Thierry Collignon. C'est venu tout de suite, ça. Ouais. Tu nous expliques? Thierry Collignon est un ami de la famille, justement, qui fabrique, dont je parlais tout à l'heure, qui a une société de fabrication de jouets, qui est dans le secteur depuis des décennies, et qui nous a introduit à cette usine en Chine, avec laquelle il travaille en confiance depuis de longues années, et qui nous a donc présenté ses interlocuteurs et avec qui on travaille au quotidien aujourd'hui. Et ça a été un tournant dans l'évolution de la boîte. Parce qu'il nous a permis de basculer vers une version qui est plus stable, de meilleure qualité, à un prix plus acceptable. Et ça commençait à être un sujet un sujet un peu de vie ou de mort, la stabilité de notre produit. Il y a encore 2 ans, on ne pouvait pas rester sur la version sur laquelle on était, pour des raisons de coût, pour des raisons de qualité, etc. Donc voilà, c'est son nom qui m'est venu en premier, parce que y a eu un avant et un après. Si c'était à refaire, tu referais exactement quelle erreur? Très compliqué. On en a fait beaucoup, et pour autant je les regrette pas de commencer en France. Ouais, d'avoir voulu faire du Made in France à tout prix. Oui, ça nous a permis d'avoir beaucoup de compréhension de toute l'évolution de la vie industrielle d'un produit, qu'on n'aurait pas forcément pu avoir si on avait commencé en Asie. Avec ses difficultés, etc., mais que je ne regrette pas. Et la question que tu voudrais que tous les parents se posent avant d'acheter un écran alternatif?
est-ce que vous avez plaisir à regarder et à partager cette expérience avec votre enfant ? Et la réponse avec Tikino, c'est oui. Bien souvent, quand les parents nous disent « mais je ne sais pas quoi regarder, je ne sais pas quoi regarder mon enfant », et la première réponse qu'on leur dit « est-ce que vous avez plaisir à regarder avec eux ?» Et en fait, très souvent, ils disent « ah bah oui ». Là, la réponse, elle va être si la réponse est oui, très souvent, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien qu'il faut y aller, Ouais. continuer, de recréer des moments. Il faut se faire confiance, exactement. Je le disais en intro, on est en ce moment en train de parler beaucoup des grandes plateformes, on parle beaucoup de l'économie de l'attention, de comment les enfants et adolescents sont captifs, on parle des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe. Une récente étude de l'UNESCO est sortie sur le sujet. Toi, en pleine polémique sur justement ces plateformes, l'attention des mineurs, etc., quelle position publique tu prends sur ces sujets ? Alors, pas assez. J'aimerais bien le faire plus et je manque de temps, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui m'effraie beaucoup. Les enfants sont vraiment exposés de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent devant des écrans qui ne sont pas faits pour eux, avec des contenus que je trouve vraiment pas adaptés et parfois même nocifs pour leur développement quand ils sont exposés de manière très régulière et très fréquente. J'aimerais avoir plus de temps à consacrer pour essayer d'agir sur ce sujet peut-être à plus grande échelle. On essaie en tout cas de se documenter et de parler de plus en plus de notre solution et des sujets, même à travers les réseaux sociaux, sur pourquoi justement les contenus d'aujourd'hui sont vraiment moins adaptés, pourquoi la lumière bleue est nocive, pourquoi exposer son enfant 2 heures devant un dessin animé sur YouTube est nocif. On essaie de participer en tout cas à l'éclairage auprès des parents, dont la plupart sont un peu perdus, sur des contenus adaptés, pas adaptés aux enfants. C'est aussi notre manière je dirais pas d'éduquer, mais en tout cas de donner des clés aux parents pour qu'ils comprennent pourquoi montrer des écrans avant 3 ans n'est pas bon. Voilà, on essaye aussi à travers un peu nos articles de blog ou nos posts. Vous travaillez avec des neurologues ou des spécialistes sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup d'études en fait qui sortent sur le sujet. Vous essayez de travailler un peu avec eux, ou plutôt vous reprenez leurs travaux pour essayer entre guillemets d'évangéliser à votre manière sur ces sujets-là? Oui, alors on reprend leurs travaux, ça c'est oui. On essaye là, ça fait partie justement des choses là. Des sujets sur lesquels on voudrait avoir plus de temps à consacrer. On travaille là en ce moment avec 2-3 personnes du corps médical. Il y a en effet un neurologue, une pédopsychiatre et des pédiatres qui voient en Tikino une solution alternative et beaucoup plus adaptée. Et on est contacté de plus en plus par des professionnels de santé, même des orthophonistes, qui trouvent en effet en Tikino une solution bien plus adaptée que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Ça fait partie des choses qu'on voudrait vraiment développer. Et aussi beaucoup d'hôpitaux l'utilisent maintenant en salle pour les enfants, soit hospitalisés pendant de longues périodes, soit pour des soins assez lourds. Donc on commence à pénétrer un peu tout ce secteur médical qui, je pense, est très important et il faut qu'on se déploie davantage sur ces sujets. Exactement. Et pourquoi, à ton avis, on reste toujours aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'études qui sortent. Alors, peut-être qu'on est aussi dans nos bulles cognitives et que peut-être qu'on est plus ciblé par ces informations, etc., ou qu'on s'y intéresse plus. Surtout quand on crée du média. Mais qu'est-ce qui fait que le parent lambda, n'a pas toujours conscience en fait de ces dangers-là, selon toi, aujourd'hui ?
Le manque d'information, clairement. Malheureusement, l'information ne remonte pas suffisamment auprès de tous les parents. Et l'information, c'est pas juste pas d'écran avant 3 ans, ou peu d'écran entre 3 et 6 ans, et certains dessins animés, ça suffit pas. On voit que même des parents de notre niveau socio-professionnel, qui ont accès à l'information, qui lisent les journaux, etc., vont quand même continuer à exposer leurs enfants parfois 3 heures le week-end devant des dessins animés un peu... Parce que c'est une solution de facilité. C'est une solution de facilité, bien sûr. Et en tant que parent, on sait tous que on a besoin de sas de décompression à certains moments. Mais il y a vraiment une inertie des pouvoirs politiques sur ce sujet qui est assez étonnant. Il y a eu un rapport qui avait été commandité par Emmanuel Macron il y a un peu plus d'1 an. Il en était ressorti 25 préconisations. Il n'y a quasiment rien qui a abouti. La seule chose qu'on a vue, c'est l'interdiction stricte des écrans dans les lieux d'accueil pour les enfants. Donc très bien, hein, mais on parle des crèches, des assistantes maternelles, des lieux publics. J'ai envie de dire, heureusement, ça arrive maintenant, mais ça aurait dû arriver il y a un petit moment. Maintenant, il faut aller plus loin. Il y a énormément de mesures qui sont proposées, mais pour l'instant, rien n'est acté. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que ça ne va pas assez vite. Alors malheureusement, en plus en ce moment, évidemment, il ne se passe pas grand-chose au niveau politique dans beaucoup de domaines, mais on pourrait aller quand même plus vite, notamment dans les moyens qu'on développe dans les PMI, d'informer les parents, et c'est dès la naissance, hein, parce qu'il y a des parents qui exposent leurs enfants à 6 mois. Nous, on a des parents qui nous contactent et qui nous disent mon enfant a 6 mois, j'adore Tikino, est-ce que je peux l'acheter pour lui ? Je dis, écoutez, nous, on a très envie de vendre des produits, mais là, franchement, votre enfant à 6 mois, il a besoin de tout faire, sauf des écrans, il a besoin d'être par terre, de toucher, etc. Donc, à chaque âge correspond un besoin, mais il y a vraiment un manque d'information de ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment déployer l'information là où le parent peut y avoir accès. Donc, évidemment, les PMI, les pédiatres. Mais bon, après, il faut voir que les pédiatres, ils ont des consultations de 15 minutes, ils ne peuvent pas passer 15 minutes sur les écrans. Et il y a un vrai devoir de pédagogie. Pourquoi est-ce que un dessin animé comme Pas de patrouille pour un enfant de 2 ans n'est pas forcément adapté ? Donc, il y a ces sujets-là. À l'école, moi, je suis hallucinée que certains professeurs et directeurs d'école ne se saisissent pas plus du sujet quand on voit à quel point le sujet des écrans, et là je parle même plus forcément des tout petits, mais je parle même des adolescents, je trouve que c'est un sujet sur lequel, même en tout début d'année, un professeur ou un directeur pourrait y passer au moins 15 à 20 minutes. Oui, mais ne serait-ce que ça, moi, mon fils a fait son entrée en 6e. J'ai posé une question sur le sujet des écrans et en quoi est-ce qu'ils étaient un peu proactifs sur ce sujet, parce qu'en 6e, aujourd'hui, les enfants, ils ont quasiment tous un téléphone portable avec les réseaux sociaux qui vont avec. Et là, réponse du directeur qui a été alors nous, on laisse les parents gérer. Nous, on n'est pas les enfants, on n'est pas les parents des enfants. On n'est pas là pour éduquer les enfants. Ça, vous le faites à la maison. Nous, on dit aux enfants de ne pas avoir de téléphone, mais maintenant, c'est à vous de faire votre job. C'est à peu près sa réponse. J'ai été abasourdie de cette réponse-là quand on voit l'enjeu que ça représente aujourd'hui au niveau du harcèlement, au niveau de plein de choses. Oui, de la radicalisation, du harcèlement. Voilà, je trouve que c'est 15 ou 20 minutes d'expliquer aux parents pourquoi est-ce qu'un enfant de 6e n'a pas forcément besoin d'un smartphone. À la rigueur, il peut avoir un 9 touches s'il a besoin de joindre son parent pour dire qu'il est bien arrivé, mais le smartphone avec les applications qui vont avec ne sont pas nécessaires. Et je trouve que là, au niveau politique, on est vraiment beaucoup trop timide. J'ai lu récemment en Australie, ils viennent d'interdire l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ce qui est... voilà, en fait, on voit qu'il y a une volonté politique et ils y vont et ils assument. Et je trouve que c'est courageux. Clairement, aujourd'hui, je ne vois aucune mesure courageuse qui est prise. Clara Chapaz avait entamé des choses. Et en fait, il s'est stoppé, malheureusement. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de personnes qui se saisissent du sujet et on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'actions. Que ce soit de certaines startups autour de moi qui amènent ce sujet au niveau politique, que ce soit les médecins, que ce soit certains députés, etc. Et les ministres, et pourtant, ça n'aboutit pas, ou en tout cas pas assez vite, et il faut se saisir de l'urgence parce qu'elle est vraiment là. Et je suis étonnée de cet attentisme. Là encore récemment, on a vu des chaînes de télévision sur YouTube qui se créent, qui fleurissent dans tous les sens avec des millions d'abonnés, etc.
Les dessins animés qui sont créés sont des dessins animés donc, qui sont créés avec une certaine économie de l'attention, donc qui vont très vite, qui s'enchaînent, qui sont faits avec l'IA, donc une qualité qui n'est pas forcément excellente, et qui sont affichés pour les 0-2 ans. Donc ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, on trouve normal, on laisse ces chaînes pour les 0-2 ans se développer. Et puis, en fait, quelle est l'information que reçoit le parent quand il voit ça ? Le parent lambda qui n'est pas pu s'informer cherche des dessins animés pour enfants. Il tombe sur cette chaîne. Ah, c'est fantastique, c'est fait pour les petits. Mon enfant a 1 an. Ah c'est pour 0-12 ans, très bien. Et donc, voilà, le gamin d'1 an, et donc le parent est conforté dans le fait que c'est fait pour lui. Ça rassure parce qu'il y a l'âge. C'est fait pour lui, voilà. Et un parent qui n'a pas forcément accès à toutes les informations ne peut pas forcément se dire « Ah, là, ce que je fais, c'est pas forcément bien pour mon enfant ». Donc, en fait, il y a des choses simples, je trouve, qui pourraient déjà être mises en place, à commencer par ça. Ouais. Il y a un argument qui revient souvent. J'avais écouté un podcast chez les adultes de demain là-dessus. Quelqu'un parlait de ça, un expert, qui disait, pas une psychiatre, je crois que c'est une psy, qui disait la réponse de parents, c'est moi j'ai regardé des dessins animés quand j'étais petit et c'est pas pour ça que je suis débile. Ça, c'est l'argument qui revient. Sauf que tu l'expliques très bien depuis le début de ce podcast. C'est pas du tout du tout les mêmes contenus avec cette violence, pas dans le contenu, mais cette violence d'image, d'agression visuelle, de stimulation permanente. Alors, il y a 2 choses différentes et c'est là où on en revient sur le support et sur le catalogue. Pour en venir d'abord sur le support, c'est qu'aujourd'hui, les dessins animés sont accessibles tout le temps, partout. Donc aujourd'hui, nous à l'époque, on avait rendez-vous chez le médecin, on attendait 3 quarts d'heure, on était dans la salle d'attente, on prenait les livres qu'il y avait et les magazines et on attendait. Aujourd'hui, vous prenez rendez-vous avec vos enfants, donc quel que ce soit médecin ou corps professoral, 9 fois sur 10, je vois un enfant devant un smartphone qui regarde en attendant la consultation, qui va regarder un dessin animé. Alors que le podcast peut être une très bonne alternative. Mais exactement. Et il y a énormément de podcasts pour enfants, mais on est des ultra consommateurs de podcasts pour enfants. Parce que la Tikino dans la salle d'attente, c'est plus compliqué. Mais le podcast, ça marche très bien. Exactement. Donc il y a ça, il y a le restaurant. Alors je pense qu'il n'y a plus un restaurant où je vais où je vois pas des enfants devant. En fait, donc le développement déjà des nouveaux supports par rapport à notre génération n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'enfant va être exposé beaucoup plus souvent à des dessins animés. Nous, chez nous, il y avait une télé, exactement, il y avait une télé, donc on se disputait entre les frères et sœurs ou les parents quand il y avait le foot ou le dessin animé, etc. Mais il fallait choisir. Donc déjà, ça limitait. Aujourd'hui, on a souvent 4 écrans à la maison. Donc quand il y a l'aîné qui veut regarder telle chose, le plus petit, il aura autre chose, et puis le parent, il aura son autre chose, et puis tout le monde est content. Donc il y a déjà la multiplicité des supports qui fait que l'enfant va être exposé beaucoup plus souvent, et puis on y revient sur évidemment les contenus qu'on regardait, dont la rapidité d'image, la qualité, etc. n'ont rien à voir, et il n'y a plus cette économie-là de l'attention. Nous on avait rendez-vous, le samedi matin c'était tel programme, on savait que c'était ça, et aujourd'hui c'est tout le temps, ça ne s'arrête pas, ça s'enchaîne. C'est fabuleux pour le parent qui veut gagner du temps et qui a un peu de tranquillité. Mais ça a des conséquences sur les enfants. C'est Céline Alvarez, je crois, dans un de ses ouvrages, qui disait avoir fait une expérience avec des professeurs des écoles qui étaient donc en maternelle et qui étaient capables de voir quels étaient les enfants qui avaient regardé des dessins animés avant de venir à l'école, pendant que les parents se préparaient, etc. Et ceux qui ne l'avaient pas fait, et que les enfants qui avaient donc regardé ces écrans mettaient un temps incroyable, voire n'y arrivaient pas, à se concentrer sur une tâche à 8h45 en fait. Parce qu'ils ont été surstimulés. C'est vrai que j'ai une amie instit qui me dit exactement la même chose. Elle repère tout de suite les enfants et elle me dit quand je leur pose la question, je me trompe pas. Oui, parce qu'ils ont été surstimulés très tôt dans leur journée. Et l'air de rien, même si l'enfant est passif, ça lui demande de la concentration. Et en fait, il va devoir absorber un certain nombre d'images, d'informations dans un temps très court, qui n'est pas forcément adapté à son cerveau ni à son âge. Et donc, quand le contenu va être terminé, il va mettre beaucoup de temps à redescendre et à redévelopper sa capacité de concentration sur tel et tel sujet. Et là aussi, il y a un vrai devoir d'information. Pourquoi alors, on dit pas de télé avant d'aller à l'école, très bien, ou de contenu, mais il faut expliquer aux parents pourquoi.
Parce que les parents vont dire, bah oui, mais moi j'en ai eu quand j'étais petit, ou je regardais la télé, et en fait ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même assez différent de nous, voilà, il y a 30 ans et 40 ans. Pas la même, C'est pas le même rapport c'est aux pas les mêmes écrans et rapports. aux images. Oui. S'il fallait écrire demain un engagement sectoriel enfance et images, ce serait quoi les 3 principes que tu mettrais dedans et que tu signerais? Les 3 principes. Des contenus adaptés, partagés surtout, et qui véhiculent de belles valeurs. Je pense que c'est très important, quitte à montrer un beau contenu, autant qu'il véhicule quelque chose dont l'enfant en retire quelque chose en tout cas. Et dont il aura envie de partager aussi avec Exactement. ses copains à la cour de récré. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? C'est le moment canap. C'est le moment où on parle de toi. On a déjà beaucoup parlé de toi, mais on veut en savoir plus. Donc, on l'a dit tout à l'heure, avant de monter Tikino, tu étais avocate. Quel a été le moment fondateur qui t'a fait passer de avocate à entrepreneur? Le déclic? Le déclic, il a été un petit peu progressif. Déjà, j'ai été entourée, moi, d'entrepreneurs dans ma famille. J'ai des parents qui ont des professions indépendantes, avocates et commissaires-priseurs. Et ensuite, j'ai eu un frère qui a monté sa boîte, mon mari qui a monté sa boîte, des amis autour de moi. Tout le monde était beaucoup d'entrepreneurs. Ça t'a donné envie, ça t'a et ça me titillait énormément parce que moi, j'avais envie de terrain. Ouais. Et j'avais un petit peu cette frustration dans mon métier d'avocate, d'être souvent derrière mon ordinateur, très monotâche. Et puis finalement, je ne voyais qu'une partie des dossiers. Et puis ensuite, voilà, on transmettait et puis on ne voyait pas tellement l'aboutissement de ce qu'on faisait. Et moi, je manquais de concret. De concret, de terrain. Et le déclic, je me suis arrêtée de travailler quand mon mari montait sa boîte et il travaillait énormément et c'était compliqué de gérer la maison et mon travail qui en plus me passionnait pas suffisamment pour sacrifier tout ce que je sacrifiais à l'époque. Et le déclic, ça a été la naissance. Après la naissance de notre troisième enfant, là, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose pour moi professionnellement. C'est-à-dire que on a eu 3 enfants très rapprochés, où là, je me suis beaucoup consacrée. Mais quand le dernier est né, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai envie d'un challenge professionnel et surtout auquel je crois et je suis profondément convaincue. J'avais envie de monter une boîte, mais pas sans une conviction profonde. Et le déclic a été vraiment quand le sujet d'un objet adapté à l'enfant manquait. Là, ça a été un déclic. Où vraiment, je me suis dit pourquoi il y a autant de produits pour les adultes qui se créent, qui sont là, que ce soit pour écouter de la musique, pour regarder des choses, pour voilà, enfin, toutes sortes d'activités. Et pourquoi il y a si peu de choses pour les enfants. Et ouais, après la naissance de mon troisième enfant, je me suis dit, OK, maintenant, le déclic, c'est que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de terrain et j'ai envie de faire quelque chose auquel je crois et qui a du profondément. sens pour et toi. Qui a du sens, ouais. Et qu'est-ce que tu as gardé de ta vie d'avant dans ton métier d'entrepreneur aujourd'hui, à part bien ficeler les contrats? Je pense que tous les métiers qu'on a avant, même s'ils sont très différents, sont toujours utiles sur la manière dont on travaille, sur l'exigence, la capacité de travailler, sur la manière de raisonner aussi. Même si c'est évidemment pas lié, je pense que ça a participé au fait que qu'on arrive à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, je pense que Aliénor pourra dire la même chose. Elle a acquis aussi une capacité de travail, une capacité de raisonnement qui nous sert de manière générale. Beaucoup de résilience aussi. C'est des métiers difficiles, le métier d'avocat. Donc,
Je pense que ça a façonné aussi notre manière de travailler, forcément. C'est un peu comme la prépa avant. Qui te donne des... Oui, je pense que tout le parcours qu'on a eu avant, on est l'aboutissement de ce qu'on a fait auparavant. Donc, même si c'est des domaines très différents. Et toi qui étais sur la propriété intellectuelle, j'imagine que autant tu n'y connaissais peut-être rien en carte mère et en hardware, autant là pour peut-être aller négocier des sujets de licence, de licensing comme on dit en anglais, avoir un petit background propriété intellectuelle, ça devait peut-être être oui, efficace. Ça aide. Ouais. Et puis surtout avoir une meilleure compréhension. Oui, ça aide, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance que tu as mis dans Tikino ? Récemment, oui. Je pense à un contenu de Sampé, Marcelin Caillou. Alors moi, je l'ai connu en livre, mais pas en contenu audiovisuel. Mais on en a mis plusieurs. Là, récemment, on a sorti les Babar et les Tintins qui ont pas mal bercé. Oui. Alors attends, moi j'ai une question sur Babar très perso. C'est que l'autre jour, chez mes beaux-parents, j'ai retrouvé un livre. Enfin, je suis tombée sur un livre que j'avais moi aussi petite, un truc de Babar orange là, très très grand. Et je commence à le lire à mes filles. Et en fait, je me dis, mais quand même, est-ce que ça a été réadapté version année 2020 et pas version année 60, le contenu, parce que ça peut prêter quand même un peu à discussion. Ouais, on a... Il n'y a pas de place pour la maman, donc c'est les garçons qui sont dans la voiture et les autres courent derrière. Ah bon ? Ah ça, je l'ai pas, celui-là. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Alors là, tu touches du doigt un sujet intéressant qui est que certains contenus sont vraiment moins adaptés à l'époque. Alors déjà, pour Babar, les contenus audiovisuels sont une adaptation des BD. Donc déjà, il y a eu une étape d'adaptation. Mais, tu vois, on a eu le sujet récemment sur certaines séries. Il était une fois l'homme, il était une fois la vie. Oui. Il y a des choses qui passent moins aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a certains épisodes qu'on va choisir, qu'on va décider de ne pas publier. De pas forcément diffuser. Ou alors, on demande l'autorisation d'enlever un passage. Parce que des choses ne sont pas... sont plus entendables, voilà, et puis du tout de saut 2025. Mais c'est compliqué, ça touche beaucoup de sujets, dont la réécriture de certains contes. Il y a beaucoup de contes aujourd'hui où la place de la femme était quand même assez... en tout cas, qui n'est pas celle que l'on veut véhiculer aujourd'hui. Se pose la réécriture des contenus, se pose la réécriture d'histoire. C'est un sujet qui est très sensible et compliqué à gérer pour nous. Parce qu'on se demande à quel point est-ce qu'il faut rester fidèle à l'œuvre initiale. Pas évident. Est-ce qu'on peut avoir l'œuvre et ensuite débattre derrière ? Est-ce qu'il faut ne pas la diffuser ? Est-ce qu'il faut la modifier un peu ? Est-ce que c'est des sujets très sensibles ? D'autant que en ce moment, il y a aussi des partis plutôt radicaux qui s'approprient certains contenus qui font partie du patrimoine, de notre patrimoine culturel, mais qui se l'approprient grandement. Et donc, il faut un peu marcher sur des œufs, j'imagine, avec certains contenus qui font appel à notre enfance, etc. Complètement. Sur beaucoup de sujets. Et c'est là où c'est pas évident au niveau éditorial. Même, tu vois, on réfléchit à diffuser une série sur l'Algérie, très compliqué. On voudrait proposer des contenus sur les religions, très compliqué aussi, parce qu'il faut faire vraiment très attention à ce qui est en équilibre dans ce qu'on propose. Si on va faire un contenu sur telle et telle religion, il va falloir qu'il y ait les autres aussi. Comment on l'aborde, la manière d'aborder les sujets, oui. Un vaste sujet. Vous avez un message. Coucou Lorraine, c'est Aliénor. Alors j'avais une petite question pour toi. Avec tout ce qu'on a vécu depuis le début de Tikino, si tu pouvais parler à la Lorraine d'avant l'aventure, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Hâte de connaître ta réponse.
Donc c'est Aliénor, ton associée. Aliénor, mon associée, pardon, oui, bien sûr. Oui, pardon. Je reprécise pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Bien sûr. Qui elle est restée à Paris. Qui elle est restée à Paris, ouais. J'ai vraiment envie de dire, va dans toutes les directions où on t'attend pas. Et, parce que c'est là où le challenge sera le plus important, c'est là où on va apprendre le plus, c'est là où on va être le plus surpris, et c'est là où on va grandir le plus, je pense. Toi, t'as jamais eu t'as eu ce sentiment de peur ou tu l'avais pas parce que tu fonçais en fait et c'était plutôt un moteur? Ouais, bizarrement, j'ai pas eu ce sentiment de peur, et c'est là où parfois je me dis vraiment, il y a vraiment une grosse partie de naïveté, je sais pas. Mais bizarrement, jamais. Je suis de nature un peu fonceuse, mais pour moi, c'était un challenge, un projet, mais il n'y avait pas mort d'homme non plus. Donc, j'ai beaucoup tendance, moi, à relativiser les choses. Tu t'étais mis des deadlines en disant, bon, bah, si là, je suis pas arrivée, je reviendrai avocate, ou tu avais des plans B, ou tu l'avais même pas trop imaginé? Pas du tout. Non, j'ai pas imaginé que ça pouvait pas marcher. Mais ça, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais c'est là où je te dis que parfois, il y a un peu de naïveté. Je dis pas que ça peut pas nous arriver, hein. On reste très consciente de ça. Pour moi, non, pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Mais au fur et à mesure du développement de l'aventure, je me rends compte qu'il y a énormément de sujets qui m'intéressent. Beaucoup autour des enfants. Si l'aventure Tikino devait s'arrêter pour X ou Y raison, oui, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent, beaucoup de sujets dans lesquels j'aimerais m'impliquer autour des enfants. Autour des enfants, oui, autour des enfants. Donc, et d'ailleurs, en parlant d'enfants, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais tant pis, je vais la poser maintenant. Dans les écoles, oui, il y a des Tikino. Oui, ouais. De plus en plus. Et c'est plutôt vous qui faites de la démarche, c'est plutôt des instituts qui l'ont testé pour eux ou elles chez eux, qui disent tiens, je vais plutôt utiliser ça dans ma classe. Ça se passe comment? Alors, c'est une cible qu'on n'avait pas identifiée au départ. En toute honnêteté, quand on s'est lancé, on était vraiment B2C, pardon. Et en fait, c'est beaucoup d'institutrices, la plupart des femmes, qui nous ont contactés parce qu'elles avaient découvert le produit, entendu parler du produit, et qui ont voulu l'acheter pour l'utiliser dans leur classe. Et on en a eu vraiment de plus en plus. Ça nous a amené à développer de plus en plus de contenu pédagogique, et là encore davantage aujourd'hui. Et on commence à démarcher les écoles justement pour que Tikino devienne vraiment un outil d'apprentissage. On développe des séries, par exemple sur la mythologie, sur l'apprentissage de l'anglais, sur l'histoire, etc., de manière assez ludique, et qui peut être aussi vraiment un outil d'atelier pour les instituteurs, et même en maternelle. On a beaucoup de contenu sur les émotions, par exemple. Ça, c'est des sujets aussi que les institutrices travaillent beaucoup avec les enfants. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui regardent nos contenus, puis ensuite travaillent dessus avec les enfants. Donc de plus en plus, on développe cette cible-là. On voudrait développer des fiches pédagogiques justement pour que vraiment elles aient un outil complet qui puisse accompagner les instituteurs et les institutrices dans l'utilisation de Tikino. Donc c'est en cours en tout cas, et ça fait partie d'une grosse marge de progression qu'on a aussi, c'est de pénétrer beaucoup plus ce secteur-là des écoles. Qui est un gros enjeu aussi. Qui est un gros enjeu, exactement. Parce que tu as les écoles privées et les écoles publiques. Oui. Ça ne marche pas tout à fait de la même manière, je crois. Oui. Après, les écoles publiques ont aussi des budgets affectés, donc c'est pas forcément plus facile dans un comme dans l'autre. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin d'outils. Ils sont très preneurs de nouveaux outils. Et quitte à montrer des contenus, parce que beaucoup dans les écoles primaires, ça arrive très souvent que quand il pleut et qu'il n'y a pas de récréation, les enfants sont devant un film, etc. Utilisons ces moments-là pour regarder des contenus pédagogiques, intéressants, de qualité, pour ensuite l'utiliser et faire quelque chose avec.
C'est clair, parce que ça, c'est ma hantise, le jour de la pluie. J'ai découvert ça quand mon aîné était en maternelle, où il me disait le mois de février, c'était le mois que je préfère, maman. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce qu'il pleut tout le temps. Je dis, ah bon, mais pourquoi c'est bien? Ah parce qu'on regarde plein de dessins animés à l'école. Et là, quand je me battais chez moi, où j'avais 0 écran, et j'ai juste faire des activités et des gommettes, et qu'il me disait qu'il rentrait de l'école et qu'il avait regardé 2 heures de film parce qu'il pleuvait, j'étais un peu abasourdie, quoi. Justement, en parlant des enfants, t'en as 3. Qu'est-ce que t'as envie de leur transmettre? Évidemment, je pense le goût de l'action, qu'ils n'aient pas peur du risque dans ce qu'ils entreprennent, et surtout, je dirais qu'ils se dirigent dans des professions qu'ils aiment. J'ai la chance d'avoir un métier passion où, depuis le lancement de Tikino, j'ai pas l'impression de travailler, même si c'est dur, même si je suis fatiguée, etc. Mais je trouve que c'est un luxe ultime de faire ce qu'on aime. C'est pas donné à tout le monde. Je trouve que c'est une vraie chance d'aimer son métier et de pas se dire le dimanche soir à 18h, enfin c'est le week-end, enfin le vendredi soir, et le dimanche soir à 21h, oh là là, demain c'est la semaine va recommencer. Moi je l'avais ça quand j'étais en cabinet. Et là, pour moi, le dimanche soir est un soir comme un autre, parce que j'ai beaucoup de plaisir à entamer ma semaine. Et j'ai plein de nouveaux challenges qui vont arriver la semaine après. Et ça, je trouve que c'est une chance inouïe. Donc j'aimerais leur transmettre ça, d'aller dans la direction dans laquelle ils auront envie d'aller, d'y aller à fond, mais surtout, de faire ce qu'ils aiment. Enfin, Et comment ils parlent de Tikino, eux? Ils en sont assez fiers. Ça, c'est assez chouette. Ils sont très curieux de savoir, quand on a changé de version, d'avoir tous les premiers dessins, les esquisses, avec chaque nouvelle sortie d'accessoires. Ils ont une grande fierté, ils en parlent à tous leurs copains, ce qui est génial. C'est les meilleurs ambassadeurs. Très bons ambassadeurs. Dès qu'il y a des nouveaux contenus, ils sont à fond. C'est chouette, il y a un vrai engouement. Tu disais tout à l'heure que ton aîné venait de rentrer en 6e, que la 6e rime souvent avec téléphone et smartphone, parce que si toi tu lui donnes un vieux Nokia, ça va pas être forcément évident avec les copains qui ont eux un smartphone. Comment tu gères, comment tu essaies de gérer, je ne dis pas qu'il y a une bonne réponse, ce sujet du téléphone, des écrans et des contenus? Oui. C'est un vaste sujet. J'ai toujours essayé de lui montrer et de lui expliquer. Bon, il sait qu'il n'aura pas de smartphone avant un petit moment, le pauvre. Mais en fait, il y a vraiment un travail de pédagogie derrière qui a commencé il y a un certain temps. L'année dernière, il était encore en CM2 et on était par exemple devant la sortie du collège. Et je me rappelle, il y avait 6 gamins qui sortaient de 6e. Et les 6 étaient en randonnion, adossés à un mur devant leur téléphone. Ils venaient de sortir d'école, ils n'avaient rien à se dire, ils étaient tous sur leur téléphone contre le mur. Et là, j'ai été chercher mon fils aîné de l'autre côté de la rue et je lui ai dit, regarde ce qu'il y a en face. T'as vu, là, ils ont passé toute la journée à l'école, ils viennent de sortir, ils sont libres, et regarde. Et là, mon fils les a regardés, il dit, ah oui. Et en fait, j'essaie de prendre de plus en plus de cas concrets pour qu'il voit, et on en parle beaucoup. Je lui montre aussi des vidéos sur le danger des écrans, ce qui se passe, les sujets de harcèlement. Et donc forcément, il est beaucoup plus sensibilisé, je pense, que beaucoup d'enfants, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, et il comprend. Et on essaye, en fait, parce qu'il est aussi tellement d'autres activités, d'autres choses en dehors de ça, que pour l'instant, il n'en a pas besoin. Donc, pour l'instant, c'est pas un sujet. Ça le sera, forcément. J'essaie de commencer à lui parler des contenus qu'il va être amené à voir, parce que s'il n'en a pas à la maison, il va en avoir à travers ses copains. Ses copains, oui, c'est ce que j'allais dire. Forcément. Donc d'essayer de lui expliquer pourquoi ces contenus peuvent être très violents, à caractère sexuel, à caractère violent, à caractère... Voilà, il va être confronté à ça, et donc j'essaie peu à peu d'introduire des petites graines pour qu'il ait le recul, en tout cas dans la mesure du possible et au regard de son âge, pour que le jour où il y sera confronté, il ait ce recul-là de se dire
c'est pas normal. Moi, l'autre jour, j'ai la fille d'une amie qui est revenue d'un anniversaire et qui m'a dit, et qui disait à sa mère, franchement, lui a dit, c'était bien, t'as passé une bonne après-midi. Elles étaient toutes, on était 10, elles étaient quasiment toutes sur leur téléphone. Donc voilà, un après-midi d'anniversaire d'une petite fille, elles étaient sur leur téléphone. Et donc elles... mais du coup, au moins, ça permet aussi de ces enfants-là d'avoir un regard assez externe sur... elles se rendent compte qu'en fait, c'est nul. Ouais. C'est nul. C'est bien d'avoir des cas concrets comme ça. Et je pense que plus on peut apporter des cas concrets... le restaurant, c'est aussi un bon exemple. Très souvent, on va au restaurant ensemble et on voit des enfants de tout âge. Ça peut être à partir de 2 ans jusqu'à des ados sur leur téléphone avec les parents à côté. Et là, on leur montre, on leur dit, regardez, c'est une soirée en famille. Nous, on essaie de faire en sorte que il y ait des discussions familiales et qu'on partage et qu'on passe un bon moment. Et on leur montre, on leur dit, regardez, c'est triste, non ? Qu'est-ce que vous pensez de cette scène-là ? Et ça, c'est... Ça leur fait réaliser, en tout cas. Ça leur fait réaliser, et en fait, ça leur fait poser des questions. On essaye, c'est difficile, mais on essaie de ne pas être dans le jugement, mais de les faire observer, de leur dire, comme le jour où il y avait tous ces ados qui étaient contre le mur avec leur téléphone, de leur dire, voilà, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu trouves ça chouette ? Est-ce que tu penses qu'ils ont passé un bon moment ? Est-ce que tu penses que... Et ça, les enfants, si on essaie de planter ces petites graines, au fur et à mesure, ils sont capables d'une grande maturité par rapport à ça. Tout à fait. Et je vois des enfants qui sont au collège qui ne veulent pas de téléphone. Il y en a. Alors, c'est rare. Ouais. Mais quand je pose la question, et quand j'ai le cas d'un enfant de 4e et 3e qui ne veut pas de téléphone avant la seconde, et là, je vais voir les parents, je leur dis, mais comment vous avez fait Et elles me disent, ça, que c'est depuis très longtemps, ils en parlent. Donc c'est possible. Mais il faut éduquer, en fait. Mais il faut éduquer, il faut montrer. Il y a beaucoup de vidéos qui sont très bien faites sur l'usage des écrans par les adolescents. Je leur dis, regardez, dans tel pays, c'est interdit. Donc ça veut dire que vraiment, il y a un sujet. Je leur explique pourquoi est-ce que... L'autre jour, j'ai été à une conférence d'une neurologue qui était absolument fantastique, qui expliquait en quoi est-ce que le cerveau des enfants n'était pas suffisamment mature pour utiliser toutes les applications qu'on utilise. C'était passionnant parce qu'elle elle montrait les différentes parties du cerveau qui ne sont pas encore développées chez les enfants, l'empathie en étant une. Et c'était très intéressant, notamment dans le cas des boucles WhatsApp où malheureusement le harcèlement qui a lieu à l'école continue à la maison. Et elle expliquait que autant l'enfant peut être capable de faire preuve d'empathie dans une situation concrète et physique quand il voit un enfant se faire harceler dans une cour d'école, où l'enfant peut être, même petit, en capacité de réagir et d'avoir une certaine empathie, autant quand ça se passe dans une boucle WhatsApp le soir à la maison dans le téléphone, en fait les enfants n'ont pas le recul nécessaire pour se dire que l'enfant qui vient de se prendre un énorme scud dans la boîte WhatsApp, dans la boucle WhatsApp, ça se trouve est en train de pleurer dans sa chambre. Il n'y a pas la projection de ce que ça veut dire. Il n'y a pas la projection et du coup va pas forcément intervenir dans le cadre ou va peut-être pas appeler l'autre enfant même si c'est son copain parce qu'il va pas pouvoir se projeter aussi loin. Et ça, je lui ai expliqué aussi. Ouais. Je lui ai dit, ce niveau d'empathie, tu vois, tu commences à faire preuve d'empathie à des niveaux différents. Et je lui ai dit, ça c'est en développement. Et ton cerveau, là, continue à se développer jusqu'à tes 18 ans. Et ça fait partie des étapes que tu dois passer. Et aujourd'hui, les applications qu'on vous met entre les mains, ça a été pensé pour des adultes ou c'est à des vocations commerciales, mais pas pour ton développement. Donc, ça fait partie des choses qu'on essaie de transmettre. Et je lui dis, regarde, aux États-Unis, en Australie, maintenant, ils viennent de l'interdire. Ouais. C'est que c'est grave. C'est que pour en arriver à ce qu'une loi passe pour l'interdire, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, ils sont quand même en capacité de l'entendre. Et de le comprendre. Et il y a le sujet, à cet âge-là aussi, des jeux vidéo. Et de la fameuse Switch, notamment. Ouais. Et ça, comment vous avez cédé, vous avez... Ouais, non, on n'a pas cédé. Vous allez croire qu'on est hyper dur. Mais non, mais c'est intéressant d'avoir... Mais non, en fait, tu vois, je lui ai toujours dit, quand il va chez les copains et qu'ils ont des Switch, super, ils jouent ensemble, c'est un moment partagé. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, donc il y va. Moi, ça me dérange pas du tout qu'il joue aux jeux vidéo avec les copains. C'est des moments avec eux. Mais en revanche, à la maison, on fait d'autres choses. Et ça, ils l'ont intégré. On fait plein de jeux. Ils font beaucoup de sport. On a d'autres activités.
Et étonnamment, c'est ultra bien passé. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu une fois où il a essayé de nous demander une Switch il y a 2 ans. On lui a dit que mais jamais. On n'est pas jeux vidéo, ni mon mari ni moi, donc c'est vrai que du coup, ça n'a pas été un sujet. Après, je comprends les parents qui le font avec leurs enfants. Je trouve ça très bien. Enfin, j'ai pas de critique par rapport à ça, mais ils ont intégré que chez nous, ce serait pas le cas, et on fait d'autres choses avec eux. Et on fait plein de jeux. On essaie le soir de faire des jeux de société, plein de trucs avec eux, où eux jouent entre eux. Et ça marche. Donc, la règle, c'est les moments en famille. On essaye. Bah oui. Ouais. C'est important. Ouais. Et justement, ces moments en famille, maintenant, ils sont à Biarritz. Ils sont à Et Biarritz. pourquoi ce choix de Biarritz ? Alors, il a été beaucoup. Mon mari était beaucoup à l'origine de ce choix, vraiment améliorer la qualité de vie. Et c'est vrai qu'à Paris, on était dans un quartier assez central, très urbain, et on a 3 garçons très sportifs. Et là, ça devenait compliqué. On passait beaucoup de temps dans les trajets, beaucoup. Et à un moment, mon mari dit mais pourquoi on s'inflige ça en fait voilà. Et moi, qui étais plutôt parisienne. Je voyais pas trop le problème et puis en fait si à un moment c'est devenu assez évident, on a eu cette opportunité, j'avais la chance de pouvoir exercer mon métier depuis Biarritz. Et le choix de Biarritz, il y avait des attaches ou juste on avait des amis qui avaient fait ce move, notamment Timothée qu'on a entendu tout à l'heure. Et en fait, on a fait le constat que tous nos amis qui sont partis après le confinement, parce qu'on en a beaucoup, mais un peu partout en France, tous disaient mais pourquoi on l'a pas fait avant ? Et en fait, on s'est dit en fait, si personne ne revient et s'ils sont 100% convaincus, c'est qu'en fait il y a un truc. Et c'est vrai que on a été j'avoue que je remercie mon mari d'avoir été à l'origine de ça, parce que on a beaucoup gagné en qualité de vie et en moments de famille qui finalement vont passer très vite. Ça passe très vite. Et là, on se dit qu'on n'a plus que 10 ans avec nos enfants et qu'après, ils vont commencer à voler de leurs propres ailes. Et ça va passer en un claquement de doigts. Et donc, essayer de mutualiser le plus de moments, en tout cas avec eux, tout en ayant aussi du temps pour soi. C'est ce que j'ai retrouvé aussi à Biarritz, c'est que j'ai plus de temps pour moi. C'est un mouvement qui a été assez bénéfique de ce point de vue-là. Et puis, c'est un endroit sympa. Où il y a quand même pas mal d'entrepreneurs. Oui, de plus en plus. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre là-bas, mais le problème, c'est que le tissu économique n'est pas encore ultra développé. C'est compliqué de trouver un travail à Biarritz. Très compliqué. Donc, si on peut pas emmener son métier avec soi, c'est plus compliqué pour vivre. Est-ce qu'il y a un merci que tu n'as pas encore eu l'occasion de dire et que tu aimerais dire là, à quelqu'un ? Je crois qu'il irait tout de suite à mon mari. C'est quand même beaucoup grâce à lui que cette aventure a pu aboutir. Et je pense peut-être, je ne vais pas parler pour elle, mais en tout cas, nos maris respectifs, autant Aliénor et Tiffany, ont été ultra supportifs. Déjà, l'aspect financier, parce qu'on ne s'est pas payé pendant un moment. Donc, l'air de rien, c'est quand même pas rien d'avoir des maris qui acceptent. D'avoir des femmes qui... C'est quand même un gros pari. Enfin, ils ont eu confiance en nous pour qu'on se lance dans un projet aussi complexe. Il fallait quand même qu'ils aient vraiment confiance et puis supportifs dans tous les sens du terme, parce que on a eu beaucoup de bas, beaucoup de coups durs. Ils ont été là, et mon mari en tout cas beaucoup. Donc je pense que sans lui, honnêtement, j'aurais pas pu avoir cette aventure-là. Donc, je pense que le premier merci, il est pour lui. Et entre eux, les 3 maris, ils se connaissent, ils s'entendent bien aussi ? Oui, ils se connaissent. Ils se connaissent. Alors, du coup, il y en a un qui est un peu loin. Qu'on voit, mais qui participe beaucoup. Et d'ailleurs, il nous aide énormément dans l'aventure Tikino. Et ça, il passe beaucoup de temps. C'est vrai qu'on oublie souvent de dire qu'il y a les proches autour. Très important. Et alors, j'ai remarqué quelque chose. Et les familles au sens large aussi. Mon frère, mes parents. Énormément. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent, les femmes que je reçois au micro remercient leur époux, leur conjoint, etc. Les hommes le font un peu moins, alors qu'on sait que
derrière les entrepreneurs, il y a aussi des femmes qui peuvent s'occuper de la maison, les aider à brainstormer ou à faire d'autres choses qui sont dans l'ombre. Et j'ai déjà remarqué ça. Et je trouve que c'est important de le souligner aussi. Mon mari l'avait fait. Il l'avait beaucoup fait à l'époque où il lançait sa boîte. Et c'est vrai qu'il ne pouvait pas du tout gérer. Il ne pouvait pas tout faire. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'avais complètement pris le relais avec les enfants en bas âge, etc. Et c'est vrai que mais c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe des deux côtés. Quand lui s'est lancé, moi j'étais sur l'autre front, qui était plus familial. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est chacun son tour aussi. Maintenant, il me laisse, moi, beaucoup plus de temps pour développer la boîte et lui gère beaucoup plus la famille. Donc, c'est vraiment des vases communicants. Et c'est très important quand on se lance que la décision soit commune parce que l'implication est très, très, très... c'est une implication de couple et familiale très importante. C'est sûr qu'on a besoin de ce soutien et de ne pas avoir des bâtons dans les roues, de devoir justifier le temps. Exactement. Passe, etc. Et c'est vrai qu'il ne juge pas le temps que je passe à des moments où je ne devrais pas forcément. Il a été hyper compréhensif. On ne s'est pas payé pendant très longtemps. Il a vu que je ne me tournais pas les pouces non plus pendant toute cette période-là, mais il a quand même été patient. Et puis encourageant, parce que c'est vrai que les coups durs, on aime bien pouvoir avoir un peu de support à la maison quand on se prend des grosses claques dans la figure. Donc, ce qui arrive quand même régulièrement quand on est entrepreneur. Exactement. Ce qui arrive assez souvent. Donc, ce qui me fait penser que je n'ai absolument pas lancé la rubrique La Claque, tellement notre conversation est passionnante sur les écrans, les enfants, etc. Donc, je lance cette petite claque. Waouh! Je dis toujours que au son, ça fait plus de mal qu'en vrai. Tu es indemne, personne ne t'a tapé. L'idée de cette rubrique, c'est justement de partager sur les claques qu'on se prend en tant qu'entrepreneur. Souvent, on me répond qu'on s'en prend plusieurs fois par jour, donc c'est compliqué à choisir. Mais si toi, tu devais nous partager un moment qui a été dur en termes de claques, ce serait lequel et pourquoi? Alors, en effet, je pense qu'elle est vraiment très liée au hardware, mais ça avait marqué un coup assez dur. On venait de passer dans l'émission Qui veut être mon associé il y a un peu plus de 2 ans et demi, je pense. Et s'en est suivi un pic de commandes assez important qu'on avait anticipé. Mais on pensait que maintenant, c'était rodé, notre produit, on avait géré les problèmes et que maintenant on allait vraiment pouvoir accélérer, etc. Et donc le batch qu'on avait commandé arrive, on commençait à livrer tout le monde, donc un gros pic de commandes. Et puis là, on se rend compte qu'on a un composant qui fait pas plus de 1 mm dans notre produit, était défectueux suite à un mauvais référencement. Et là, on s'est retrouvé avec des milliers de produits, avec un composant d'1 mm dans chacun d'eux qui n'était pas le bon. Et donc, qui rendait le produit totalement inutilisable. Et là, ça a été vraiment hyper dur à gérer parce que on avait travaillé comme des dingues avant. On était contente un peu de cet aboutissement où on arrivait donc dans cette émission. On pensait vraiment avoir un produit assez abouti, qu'on allait vraiment être en phase d'accélération. Et là, on s'est pris ça dans la figure. À un moment où économiquement, la boîte n'était pas non plus... on n'était pas hyper sereine. Ouais. Et là, on se retrouve avec toute notre prod impactée. Donc grosse, vraiment énorme claque où là, on a mis plusieurs jours à l'absorber. Et quand on s'est rendu compte de ça, et quand vous avez trouvé ça nous a laissé un peu sans voix. Il a fallu absorber la nouvelle. Ça a été un peu dur. C'est en ça où je disais tout à l'heure, chacune absorbe les nouvelles. Oui. Mais il y a un moment où vraiment, on a eu du mal ça a été très dur. Comment on s'en est rendu compte? Le produit fonctionnait pas, on a analysé, et puis notre bureau d'études a fini par mettre le doigt dessus. Et là, vous avez renvoyé toute la prod? Non, alors ça, c'était pas possible. Et puis là, on est passé en système D. On a on a mobilisé des gens, on a été chez notre logisticien. On a mobilisé nos familles, d'ailleurs. Je crois que nos maris sont même venus chez notre logisticien. Mais vraiment, on a mobilisé une équipe pas possible. Moi, je crois que j'ai des amis qui sont venus, etc. Et on a dû rouvrir chaque produit, changer ce composant et réassembler, refermer, etc. Et là, on a passé plusieurs jours à rouvrir ces cartes mères, changer ce composant. Quand on dit mettre les mains dans le cambouis, c'est vraiment vrai. Et là, on les a vraiment, vraiment mises, ouais.
Ouais, ça a été. Et après, vous avez pu renvoyer les. Et on a réussi à livrer, peut-être avec un peu de retard, mais. Oui, mais vous êtes. Voilà, vous en êtes bien sortis à la fin. Mais ça a été un vrai coup dur, parce qu'on l'avait pas anticipé à ce point-là, que ça pouvait arriver de cette ampleur-là. Il y avait combien de Parce qu'en plus, les produits avaient tous passé le banc de test, évidemment. On avait énormément de tests, et en fait, c'était une partie défectueuse qui se révélait quelques minutes après, qui ne pouvait pas être révélée sur le banc de test, quoi. Donc, petite grosse claque. Et il y avait combien de produits ? On en avait, je peux dire, 2200, 2500. Ah oui. Ouais. Donc après, quand même plusieurs jours pour changer de composant. Ça a été, non, c'est pour ça que, mais c'est là où on a eu la mobilisation autour de nous qui a été assez importante, et ça faisait chaud au cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu retires, toi, justement, de cette expérience de Qui va être mon associé ? C'était une expérience assez unique. Pas évidente. Dans l'exercice, tu veux dire ? Pas évidente dans l'exercice. Et après ? Oui. Pas évidente. Tu avais eu des invests sur le moment ? Alors, pas sur le moment, parce que en plus, on produisait encore en France à des coûts assez importants, et ça avait refroidi pas mal les associés, ce que je peux comprendre, parce que le modèle n'était pas le même que celui qu'on a aujourd'hui. C'était qui en face de vous, là, à cette époque-là ? On avait Marc Simoncini, Éric Larchevêque. Et non, le passage s'était plutôt bien passé. Ils étaient plutôt bienveillants, assez réceptifs par rapport à la solution qu'on apportait. Mais la dimension hardware les a un peu refroidi. Marc Simoncini, en plus, lui avait ses problèmes dans le hardware avec son vélo. Donc, je pense qu'il voyait aussi les sujets. Donc, on n'avait pas eu d'investisseurs, mais bon, c'était pas très grave. Mais ça nous a permis de bénéficier d'une belle visibilité quand même. Ouais. C'était chouette. Et puis, de parler vraiment aux parents. Donc, c'était vraiment une bonne expérience. Une bonne expérience. Ouais. Et l'après, qui veut être mon associé, c'est souvent un peu un raz-de-marée, il faut gérer, parce que tu as énormément de commandes, les gens te reconnaissent, alors qu'avant tu passais tranquillement dans la rue. C'est assez marrant. Comment on gère les salons, quand on a fait pas mal de salons après, on me dit « Ah, mais je vous ai vu ». C'était assez marrant. Non, le pic de commande, qui est censé être une bonne chose, mais nous, ça nous a créé un petit sujet, mais ça nous a vraiment aidé, offert une très belle visibilité, ça nous a ouvert des portes. Ça montre aussi une certaine légitimité, c'est-à-dire que quand on est sélectionné pour participer dans ce genre d'émission, c'est quand même que le projet est solide. Ouais. Donc ça nous a beaucoup apporté en termes de visibilité, médias, évidemment. Et crédibilité. Exactement. Et puis le passage vu à la télé. Et le passage vu à la télé fait toujours son petit truc. Ouais. Ça fait toujours son petit truc. Et les enfants ont pu dire « Maman est passée à la télé ». Ah bah oui, exactement. Le lendemain, dans la cour d'école, c'était le sujet. Parce que c'est notre projet. Bon, imaginons que demain matin, tu n'es plus à Biarritz, mais tu es à l'Élysée. Tu es devenue la première présidente de la République française. Quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi ? Alors, la première mesure, je pense qu'elle serait directement liée au sujet qui m'importe beaucoup, qui est le sujet des écrans. Je mettrais en place des mesures assez strictes sur l'utilisation des écrans. J'en parlais tout à l'heure de la loi qui est passée en Australie sur notamment l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. J'encadrerais, je pense, de manière beaucoup plus stricte l'usage des écrans et surtout l'utilisation des plateformes, des chaînes TV qui sont dites pour enfants, qui ne le sont pas toujours. Avec comme une vérification à des critères qui doivent répondre à certains critères, et s'ils n'y répondent pas, elles sont déréférencées ou en tout cas non diffusées sur un territoire. Ça commence par déjà ne pas pouvoir s'autoproclamer adapté pour les enfants de 0 à 2 ans quand on propose des contenus audiovisuels qui se regardent sur YouTube, donc sur une tablette ou un ordinateur. Et la télé connectée. Et la télé connectée. Mais bon. Mais voilà, je pense qu'entre 0 et 3 ans...
L'enfant n'a pas forcément sa place devant une télé. Non. Il y a plein d'autres choses à faire. Ça commence par ça, et ça commence surtout par sensibiliser davantage le corps enseignant et leur donner les moyens de sensibiliser les enfants sur ce sujet. Aujourd'hui, les enseignants sont, en plus d'être sous-payés, manquent vraiment de moyens pour faire ces ateliers de sensibilisation sur ces sujets-là qui sont vraiment fondamentaux auprès des enfants, aussi auprès des parents. Je vois qu'il y a des choses qui bougent. Alors, je le vois avec mes filles qui bougent. Moi, l'aînée, elle est rentrée au CP. Et hier, elle me dit qu'avant-hier, quelqu'un est venu leur parler du harcèlement. Et elle me parle de ce qu'est le harcèlement, etc. Et je me dis, waouh, parce que moi, au CP, c'est sûr qu'on n'était pas venu me parler de ça. Mais on était aussi à une autre époque. L'autre jour, je discutais avec Jessica Mullier, qui était à ta place, de tout ce qui était alimentation, sucre, et qu'on n'éduquait pas assez les enfants sur le goûter avec des chips. C'est pas forcément la meilleure des idées, ou avec des gâteaux ultra sucrés. Du coup, on parlait du fait de sensibiliser les enfants au tri des déchets. Et je sais qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont faites. Je me dis que, quand même, il va y avoir bientôt, incessamment sous peu, ce sujet qui va aussi être pris à bras-le-corps, et je pense qu'il peut être pris dès la maternelle sur les écrans. Et il faut qu'il soit être pris dès la maternelle. Parce que finalement, quand l'enfant il rentre avec sa poubelle verte offerte gentiment par la mairie de Paris, et les petits écriteaux qui disent que tu vas avoir une amende de 135 € si tu jettes n'importe quoi dans la poubelle, l'enfant il rentre et il te raconte cette histoire. Oui. Et les enfants peuvent aussi sensibiliser leurs parents, même si ça ne devrait pas être dans ce sens-là. Mais c'est souvent le plus efficace. Et c'est souvent le plus efficace. Et donc je me dis, pourquoi en fait ce sujet il n'est pas pris de sensibilisation aux écrans pour tout ce qui est attention quand tu es plutôt en maternelle, et après la multiplication des écrans et des smartphones comme on en a parlé, avec les réseaux sociaux et les dangers et les dérives des réseaux sociaux quand ils sont un peu plus grands. Mais ça devrait être des sujets qui devraient être au centre du programme pédagogique. Qui sont fondamentaux, oui. Mais c'est en ça où il faut donner les outils aux enseignants de pouvoir faire ces ateliers. Et c'est en ça où j'ai été très déçue des mesures qui ont été prises suite au rapport qu'avait commandité Emmanuel Macron. C'est que finalement, il n'y a pas eu de mesures très concrètes qui ont été mises en œuvre suite à ce rapport. Et il y a un travail évidemment à faire dans les écoles qui est fondamental. On le voit beaucoup au niveau de la nutrition, et ça c'est fondamental. Moi, j'ai une amie qui a développé l'école comestible, qui intervient justement dans les écoles pour apprendre aux enfants pourquoi c'est important de manger équilibré, etc. Et ça c'est fondamental, parce que si on plante ces petites graines dans le cerveau des enfants, quand ils rentrent à la maison, il peut dire à son parent, ah bah tiens, ça, il n'y a pas assez de légumes ce soir. Alors, je dis pas qu'il va commander des brocolis pour autant, mais on se rend compte que quand ça vient des enfants, après ça infuse un peu dans la maison. Donc pour les écrans, c'est tout aussi important que ça intervienne dès leur plus jeune âge. Parce que ces habitudes-là, c'est comme les habitudes alimentaires, écologiques, etc. C'est très important que ça commence dès le plus jeune âge. C'est là où les habitudes s'instaurent. Exactement. Si un enfant à 3 ans va être habitué à regarder 1h30 la télé par jour, très compliqué à l'âge de 5 ans de lui dire arrêter. Bah non, à 5 ans t'arrêtes. Bah non, en fait c'est maintenant que ça s'instaure. Donc ces ateliers-là, il faut vraiment qu'ils se développent dans les écoles, et surtout qu'ils incluent les parents. Très important. Oui, que les parents aient conscience de ces sujets. Que les parents aient exactement des ateliers, peut-être qu'ils puissent avoir accès à des films de sensibilisation, des ateliers, et puis mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et de startups qui proposent des alternatives de plus en plus. Donc, et je crois que c'est aussi de là d'où vont émerger un peu... plus il y aura de pression au niveau et de solutions proposées, plus ça va remonter aussi au niveau ministériel. En tout cas, ça commence. Et que les choses vont bouger. Et heureusement, il y a aussi des directeurs, directrices d'école, des professeurs des écoles qui s'emparent du sujet et qui volontairement prennent ces sujets et n'attendent pas qu'une directive leur demande de le faire. Et il y en a beaucoup quand même qui sont engagés dans ces sujets-là. Et qui font un boulot formidable. Exactement.
On arrive vers la fin de cette émission. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, une femme entrepreneur sur laquelle tu aimerais mettre un coup de projecteur, comme Timothée l'a fait avec toi, tu choisirais qui et pourquoi ? On parlait tout à l'heure des femmes qui agissent. Je crois que je me vient en tête assez rapidement Amelia Matar, qui a fondé une start-up qui s'appelle Coloris, qu'elle a revendue depuis, mais qui œuvre énormément dans la pédagogie des écrans pour les parents, qui en fait trouvent des solutions pour apprendre aux parents qui sont un petit peu perdus par rapport à tout cet univers qui est assez nouveau, qui propose des solutions et qui a récemment sorti un livre d'ailleurs sur comment accompagner les parents d'enfants dans cet univers-là. Et elle fait partie, je trouve, des femmes qui agissent justement au niveau, qui essaient d'agir au niveau national. Je suis assez admirative, justement, elle essaie de bouger les lignes de manière concrète et de ne pas lâcher cet engagement qu'elle a depuis déjà plusieurs années. Et de ne pas lâcher, exactement. Ouais. Et pour ça, oui, j'admire beaucoup son travail. Parce qu'elle ne se contente pas de créer sa société, etc., mais elle essaie vraiment de faire bouger les lignes et c'est pas évident. Ça dépasse son produit. Exactement. Oui. Eh bien, on lui fera une petite dédicace dans la description de ce podcast. Je vais juste reprendre la Tikino pour bien la montrer à l'écran. Regardez comme c'est génial. On arrive bientôt d'ailleurs à Noël, donc ce n'est pas d'idée de cadeau, c'est une super idée de cadeau pour vos enfants, 3-6 ans, vos neveux, nièces, etc. Mille merci d'être venu nous raconter l'histoire de cette merveilleuse lanterne magique qui émerveille les enfants et qui recrée des moments en famille. Merci de nous avoir partagé ton histoire. C'était super chouette. Merci pour toutes ces questions surprises qu'on a eues aujourd'hui. Et vous, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube qui est pour les adultes, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à partager ce contenu pour faire rayonner les histoires des plus grands entrepreneurs français. Merci et à bientôt. Bye bye. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.